Bienvenue, bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, France, la semaine dernière, vous avez remporté le winner de l'actu, vous avez remporté le Cerveau d'Or, et ce soir, vous remettez votre titre en jeu. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Ah bon? Non, je pense que le gars. On verra tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce Cerveau d'Or pendant toute la semaine? Ah bah je vis avec. Hein. Ah oui? Ah oui. C'est une nouvelle vie. Vous l'avez apporté J'ai la chez chatte vous. est jalouse, donc je vous signale, si c'est pas moi qui gagne cette fois-ci, le cas échéant, je suis pas sûr, ma chatte a pissé dessus. Ah ouais? Ah oui. Mais bon, très jalouse. Alors, c'est à la fin de l'émission, ça s'appelle le winner de l'actu, et vous verrez qui va gagner le Cerveau d'Or. Et pour savoir comment les antidépresseurs agissent sur notre cerveau, les professeurs Philippe Even et Bernard Debray seront avec nous dans un instant. On va parler drogue, on va parler antidépresseurs, on va parler drogue, on va parler anxiolytiques, on va parler drogue. Très très grand médecin. Alors, et maintenant, mesdames, messieurs, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hot d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. La France entière est suspendue à vos lèvres. La semaine dernière, ce sont nos amis Davé et l'homme qui ont rapporté le prix du bisounours de la semaine. Et cette semaine, alors, Eh bien, William. cette semaine, le prix Bisounours a été attribué à monsieur Édouard Philippe. Ah! Et pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Pour avoir rendu un hommage appuyé à Ho Chi Minh pendant sa visite au Vietnam. Ah bon? Oui, c'est assez déconcertant de voir l'ignorance par rapport au crime du communisme. Ho Chi Minh, c'est un totalitaire qui a institué un régime totalitaire. Tout à fait. Ho Chi Minh a dirigé le Viet Cong, qui a procédé à la torture ou au lavage de cerveau de milliers de soldats français. Bien sûr. Y compris d'ailleurs avec la collaboration de communistes français comme M. Georges Boudarel. Ouais. Le Vietnam communiste, au grand mépris des accords de Paris, a envahi le Sud-Vietnam, ce qui a entraîné l'exode de centaines de milliers de boat people. Tout à fait. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, ce sont les communistes vietnamiens qui ont formé les cadres des Khmers rouges, qui ont procédé à l'autogénocide cambodgien. Donc, monsieur le Premier ministre, l'anticommunisme est le premier des humanismes. Et vous auriez dû le savoir. Natacha Polony, vous partagez, enfin, c'est le prix, c'est Gilles William qui le décerne, mais après on peut commenter son choix, évidemment. À condition de l'approuver. Je pense en effet que quand on est représentant de la nation française, on n'est pas obligé, sous prétexte d'honorer ses hôtes, de rendre hommage à toute l'histoire du pays dans lequel on est. Et en l'occurrence, on peut, quand on est Édouard Philippe, être parfaitement correct avec le Vietnam, rendre hommage à ce qu'est cette nation, au fait que, évidemment, l'histoire entre la France et le Vietnam est problématique et conflictuelle, mais que c'est aussi quelque chose qui doit être dépassé. Pour moi, c'est pas le scandale de l'année, mais c'est sûr, je suis d'accord sur Ho Chi Minh, de toute façon, c'est un vrai salopard. Quand je travaillais à l'Observateur, je me souviens, un journal de gauche, à chaque fois qu'on envoyait un journaliste, la plupart du temps, à part 2 ou 3 tarés, ils étaient horrifiés par ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire, le Viet Cong, c'était une tuerie, une boucherie absolument permanente, on sait. Et puis derrière tout ça, il y a les Khmers rouges. Ok, d'accord. Mais ce que ça révèle surtout, à mon avis, c'est qu'on a toujours des stagiaires au pouvoir. C'est-à-dire le stagiaire Macron à la présidence et le stagiaire Philippe, il faut qu'il apprenne le boulot. Parce que vous auriez eu Mitterrand, Chirac, enfin les vieux professionnels, moi je fais un peu l'éloge de la politique professionnelle, mais ils auraient embrouillé tout ça, personne n'aurait rien compris, ils auraient été gentils, ils auraient trouvé les 3-4 phrases et ça. Mais là c'est le couillon là, il s'est fait avoir, voilà. C'est grave que quand Ségolène Royal, elle part à Cuba, elle rend hommage à Castro, vous avez Philippe, il part à Hanoï, il y a le procès du communisme est encore à faire en France. Il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. Jamais. Raquel Garrido. Nuremberg du communisme. Bah oui. Comment dire, Prendre la chose. Il y a eu un Nuremberg du nazisme. T'as vu le nombre de millions de morts? On est dans la mesure. Attends, Raquel, On est dans la mesure. mais ils ont tué, Pardonnez-moi, mais 100 millions de morts dans le monde. sur ce que représente Ho Chi Minh dans l'ensemble des pays du tiers-monde. Ce qui compte, au fond, c'est la position de la France.
et pas des pays du tiers-monde globalement. Le rapport à Ho Chi Minh, c'est un rapport de fabrication de la paix. Ho Chi Minh est un énorme francophile. Ah ouais. Ho Chi Minh a été formé dans les universités françaises et connaissait la France. Comme Hitler est un grand peintre. Comme Pol Pot, Et ne il était très pensez pas qu'Édouard confondu Philippe, aussi. moi, vous le prenez pour un idiot. Moi, je ne prends pas du tout Édouard Philippe Ah, pour on n'a un pas idiot. dit ça. Pas du tout, C'est un peu pas ce que du vous tout. avez Il a dit. dit stagiaire. Vous On a tous été stagiaires, Vous avez hein. dit stagiaire, vous avez dit il s'est fait couillonner. Non. Je crois pas. Édouard Philippe est quelqu'un qui est féru d'histoire. Voilà. Il connaît bien l'histoire de France. intelligent. Il sait très bien que Dien Bien Phu est une défaite qui a marqué Bah oui, l'histoire pas d'autre. de l'armée française Eh ouais. pour longtemps et qui Eh ben, il aurait pu rendre hommage aux soldats Ho Chi Minh ou à Giap. Il n'y avait aucun problème, il pouvait rendre hommage. Ça, c'est pas un problème. Non, parce que ce qui est intelligent en politique, Ah ouais. c'est de pouvoir précisément fermer des parenthèses, comprendre les défaites, les métaboliser en quelque chose qui s'appelle On la l'a fait paix déjà. et des rapports d'égalité On l'a fait. souveraine avec d'autres nations, problème. dont Oh non. le Vietnam. Voilà, bien. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Dans un instant, nous recevrons les professeurs Philippe Even et Bernard Debray. Leur nouveau livre s'appelle Dépression, antidépresseurs et drogue. Et il sort aux éditions du Cherche Midi. Mais d'abord, c'est le magnéto de Blacko, Serge. Les tontons flingueurs du médicament sont de retour. Bernard Debray, urologue de droite, et Philippe Even, pneumologue de gauche, sont amis de longue date. En 2011, après la crise du Mediator, ils avaient déjà flingué le système du médicament en France dans un rapport public au vitriol. Mais ce qui leur a valu leur surnom, c'est le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Vendu à plus de 250 000 exemplaires, ce guide de 900 pages était aussi un pamphlet accusant l'industrie pharmaceutique de défendre ses profits avant la santé publique. 60% de médicaments inutiles. Nos deux professeurs de médecine à la retraite n'ont pas peur de se faire des ennemis. La preuve, pour avoir traité des allergologues de gourous, ils seront radiés de l'ordre des médecins avant que la sanction ne soit réduite à un blâme. Dans leur nouveau livre, les tontons flingueurs du médicament éparpillent les antidépresseurs façon puzzle. Le problème, c'est que les antidépresseurs sont conçus pour traiter les dépressions sévères, alors qu'en France, on les prescrit à la moindre déprime. Résultat, entre 5 et 6 millions de Français prennent des tranquillisants. Vous êtes anxieux, vous êtes oppressé, angoissé peut-être. Allez hop, une ordonnance et vous avez vos cachets. Une aubaine pour l'industrie pharmaceutique, puisque cela représente un marché annuel de 2 milliards d'euros. Mais pour quel résultat? Depuis 70, la consommation d'antidépresseurs a été multipliée par 30. Et pourtant, 10 000 personnes se suicident chaque année en France. Aux États-Unis, le laboratoire GSK a carrément dû payer 3 milliards d'amendes en 2012 pour avoir minimisé les effets secondaires de ces antidépresseurs. Nos tontons flingueurs nous rappellent donc que lorsqu'on a le cafard, avant de réclamer des tranquillisants à son généraliste, mieux vaut commencer par aller voir un psy. Car contrairement à ce que veulent nous faire croire les laboratoires, la pilule du bonheur n'existe pas. Et voilà, maintenant, j'accueille nos invités fil rouge, Philippe Even et Bernard Debray. Ça a été l'escalier, oui. Ah oui, Ça s'est l'escalier, bien oui. passé. Philippe, l'escalier, ça a été, pas de problème. Oh, il est de mon âge, ça va. Ouais, très bien. Bien. Alors, vous savez qu'ici, tous les invités ont des slogans. J'en ai deux pour vous. Vous me direz lequel vous préférez. Et celui-là, vous l'aurez jusqu'à la fin de l'émission, évidemment. Alors, le premier, c'est les papis font de la résistance. Voilà. Le deuxième, c'est les docs anti-médocs. Choisis. Mais Ouais, les docs d'accord. anti-médocs, c'est mieux parce que les papis, c'est plus vrai. Oui. Et alors, les docs anti-médocs ont un sampleur, parce que les invités ont tous un sampleur. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène. Ah bon, Vous êtes d'accord, mon frère? Alors, votre nouveau livre s'appelle Dépression, antidépresseurs et drogue. Il sort aux éditions du Cherche Midi. Alors, vous attaquez au business des antidépresseurs. Nous allons en parler, mais d'abord, on va jouer. Qui sont vraiment Philippe Even et Bernard Debray?
c'est le bio-quiz des invités. Alors c'est un jeu, il n'y a que des questions sur vous deux, mais évidemment vous ne répondez pas puisque c'est sur vous. Ah bon? Mais vous direz si c'est vrai ou faux. Voilà, c'est les chroniqueurs qui vont jouer. Vous nous confirmerez les bonnes réponses. Vous êtes prêts? D'accord. Où Philippe Even a-t-il passé son enfance? Sur le plateau de Mille Vaches, dans le Limousin, sur la côte ouest des États-Unis, dans un pensionnat en Suisse ou dans un sanatorium en Île-de-France? Dans un sanatorium? Bah oui, comment tu sais ça? Je trouvais ça astucieux de répondre ça. Bravo. Réfléchir. C'est-à-dire que votre père, en fait, qui était médecin, travaillait dans un sanatorium, et c'est là que votre mère est morte. 6 ans de prison. Ça vous a marqué? Vous aviez quel âge, là? Eh ben, entre 2 et 8 ans. Ah ouais. Est-ce que ça a été pour quelque chose dans votre vocation, Philippe? Oui. Vocation médicale d'abord, et vocation de révolter contre beaucoup des choses de la vie en même temps. Ah, d'accord. Où Bernard Debré a-t-il révisé ses cours de médecine? Dans le jardin du Luxembourg, dans sa chambre de bonne de 9 mètres carrés à Paris, à la bibliothèque de la faculté de médecine ou dans les salons du ministère des Affaires étrangères? Quai d'Orsay. Jardin du Luxembourg. Ouais. Non. Dans les salons du ministère. Ouais, bah oui, évidemment. J'ai dit Il l'a dit, Quai d'Orsay. Il a dit. Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, oui. Votre père était ministre des Affaires étrangères à l'époque, non? Oui, pas pour toutes les études de médecine, c'était pour un certain temps. Ouais. Et c'est vrai que j'y allais à partir de 8h30, 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Ah ouais. Et j'ai beaucoup travaillé. Pendant son service militaire en Algérie, qui, Philippe Even, a-t-il transporté en hélicoptère? Jacques Chirac, René Coty, le général de Gaulle ou Jean-Marie Le Pen? Jacques Chirac. De Gaulle. De Gaulle, bravo. De Gaulle, ah bon. Justine Armédiaire. Oui, c'est l'Armédiaire, je l'ai suivi partout 20 fois. Ah ouais. Comment il était comme ça? Charmant. Ah ouais. Et il m'a beaucoup aidé. Ah oui. Il t'a aidé? Oui. Il m'a aidé à faire transporter un petit Algérien qui allait mourir avec ouais. un hélicoptère que les officiers ne voulaient pas détacher pour ça. C'était De Gaulle. C'était De Gaulle. Ouais. Et pourtant, il était de gauche. Bah oui, mais comme Mais quoi. De Gaulle ne le savait pas. Non. Quelle est la spécialité de Bernard Debré? Urologue, gastro-entérologue, gynécologue ou proctologue? Qui a dit avant? Urologue. Qui a dit urologue? Toi. C'est moi qui l'ai dit avant. Gisbert. Fogg. C'est pas réglé. Il nous entend pas. D'après Philippe Even, quelle maladie n'existe pas? Le cholestérol, la gastro, le diabète ou le sida? Le cholestérol. On le sait tous, ça, c'est dans tous les journaux. Alors là, On a dit pareil. je vais Moi, devenir dis mauvais pareil. si on me donne pas le point. Non, moi aussi. Le point va à Fogg. On gagne quoi, là? Parce qu'ils sont en train de se battre comme des chiffonniers. c'est uniquement le plaisir d'humilier l'autre. Oui. Il n'y a que ça, mais il est grand. Dans la rivalité fraternelle qui oppose Bernard à son frère jumeau Oui. Jean-Louis, qu'est-ce qui est vrai? Bernard défendait Balladur quand Jean-Louis défendait Chirac. Bernard avait 1 an d'avance dans ses études quand Jean-Louis ratait son bac. Bernard a réussi son permis de conduire le jour où Jean-Louis l'a raté. Tout. Garrido, non, Garrido. Non, arrête. Je dis, attends. Ça suffit maintenant. T'es suffisamment favorisé. C'est bizarre, ça. C'est quoi cette histoire, alors, cette rivalité par cœur. entre vous? Entre les jumeaux. Ouais. Faux jumeau. Faux jumeaux. Ben oui. C'est quand même la J'ai géménie. toujours dit que c'était moi le vrai. Dans son livre Corruption et crédulité en médecine, comment Philippe Even a-t-il qualifié ses confrères suspectés de collusion avec les laboratoires pharmaceutiques? Les putains académiques, les collaboratoires, les nouveaux mafieux ou les petites bites? Les Collaboratoires. Les nouveaux mafieux. Les collaboratoires. Putain académique. Bravo Garrido, mais qu'est-ce qui Bravo, se passe? Garrido. À quelle émission la famille Debré a-t-elle participé? Apostrophe de Bernard Pivot, Ex Libris de Patrick Poivre d'Arvor, Le Cercle de Minuit de Michel Field ou Une famille en or de Laurent Cabrol? Apostrophe, non? Ah oui, c'est apostrophe. Fogg, Magnéto, Serge. Robert Debré, ce sera ma dernière question. Est-ce que les Debré sont une famille très unie? Est-ce que vous vous réunissez souvent? Oui, je crois que oui. 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 Et François Debré, est-ce que vous êtes très famille?
Moins, mais c'est pas une question, disons, de famille. C'est que il y a dans ma famille des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Et s'ils n'étaient pas de ma famille, je les apprécierais autant. Voilà, alors là, on voit dans ces documents François Debray, le troisième frère que moi j'ai eu la chance de recevoir sur mon plateau dans Rive droite, Rive gauche, qui lui, alors question drogue, il y allait fort. Hein. Ah oui, il a été exemplaire. Voilà, on peut dire ça si vous voulez. Je l'ai même enfermé à Sainte-Anne. Je sais. Et ce qui était très amusant, c'est il s'en est sorti. Les psychiatres m'ont dit il est foutu, le cerveau est déjà. Et en sortant de Sainte-Anne, il a écrit un livre extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai reçu. 30 ans avec sursis. Voilà. Et il a vraiment... Là, j'ai été très content d'apporter ce livre aux psychiatres. Personne ne le sait, mais le fils de Michel Debray était junk. Est-ce que le cadeau est là? Le cadeau. Voilà. C'est pour vous, mon cher ami. Voilà, c'est les 3 Debray sur le plateau d'Apostrophe. Voilà. Eh bien, il y en avait un 4e. Arrête. Le fils de mon frère Vincent, qui s'appelle Frédéric, et qui avait 10 ou 12 ans à l'époque, et Bernard Pivot l'a fait monter, il y avait donc 4 générations. 4 générations de Debray. Voilà. Attendez, c'est une sacrée famille quand même. Oui. Ben, vous avez même un hôpital à vous. Oui, c'est ce que disent les gens. Ben oui. Dites donc, on n'arrive pas à rentrer à l'hôpital Robert Debray. Est-ce que vous pouvez nous dire rentrer? C'est pour rien. Mais est-ce que vous touchez des royalties sur... Eh ben non. Ah merde. Donc c'est Raquel Garrido qui a gagné. Bravo Raquel. On se retrouve après la pub ce soir face aux mercenaires, les professeurs Philippe Even et Bernard Debray. A tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le Bifort des terriens du dimanche en compagnie des mercenaires et des professeurs Philippe Even et Bernard Debray. On passe aux une de la semaine. Alors, Philippe et Bernard, chaque mercenaire autour de cette table va vous présenter sa une de la semaine. Il aura 1 minute, ou elle aura 1 minute pour en parler. À la fin, c'est vous qui jugerez. C'est-à-dire que vous serez devant les 6 unes et vous devrez dire quel journal, quel magazine vous achèteriez. Comme si vous étiez devant un kiosque. Alors, aujourd'hui, donc, nous commémorons le centenaire de l'armistice. Franz, ça vous touche beaucoup, cette date. Et d'ailleurs, votre titre, c'est L'armistice, la gloire de mon grand-père. Oui. Top chrono. Alors, c'est très simple. La guerre de 14-18, c'est une histoire très vivante pour moi, à cause de mon grand-père. Parce que je fais partie d'une génération où tous les grands-pères, pratiquement, avaient fait 14-18, et mon grand-père parlait tout le temps de Verdun. Et il disait, on est allé à la limite, on ne peut pas aller plus loin dans la barbarie. Et puis il se reprenait toujours, il disait, oui, mais c'est vrai, après il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale est la fille de la Première Guerre mondiale, qui a fait quand même 20 millions de morts, dont la moitié des civils. Et puis, c'est poilu. Enfin, c'est une boucherie intense. C'est à eux que je pensais. Peut-être à eux plus qu'aux maréchaux ou aux officiers qui les commandaient, qui en faisaient de la chair à pâté, d'ailleurs des deux côtés, hein, c'est pas juste l'histoire française. Et je pense aussi au mot de mon grand-père, il disait toujours, moi j'ai fait de la résistance le premier jour, mais attendez, j'ai aucun mérite, parce que j'ai fait Verdun, l'enfer de Verdun avec Pétain, ce con. Mon grand-père ne disait jamais le gros mot. Et donc voilà, en fait c'est Paul Valéry qui a tout dit sur la guerre. La guerre, ce sont des gens qui se connaissent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors... ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a rendu hommage au maréchal Pétain. Magnéto, Serge. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Alors, il n'est pas interdit de parler de Pétain, évidemment, mais dans un discours écrit, dans un discours construit, est-il judicieux de parler de Pétain dans la rue avec des gens à la volée, je dirais? Je crois qu'il a fait une énorme bêtise.
il s'est pris pour De Gaulle. Ouais. Et c'est clair, quoi. De Gaulle, il avait la possibilité de parler de Pétain. Il a d'abord été sous les ordres de Pétain, puis après, il l'a combattu et il a, entre guillemets, sauvé la France en 1940-45. Il a eu le droit de dire ce qu'il avait dit en 1966 sur Pétain. Mais pas Macron. Pas Macron. Il n'a pas sur son dos le poids de l'histoire qu'avait De Gaulle. Et là, il a commis encore une fois une bêtise. Et je lui disais à quelques amis, c'est un petit freluquet qui se prend pour De Gaulle. Philippe? J'ai un peu connu de plus près que lui cette période, en particulier la guerre, la deuxième. L'image de Pétain était, pour moi, absolument désastreuse, contraignante, écrasante. Et j'avais 8 ou 10 ans. Il a été frappé d'indignité nationale et de toute façon, on n'a pas à rendre hommage à quelqu'un qui... Ça efface tout, l'indignité nationale. Hein. Je ne partage pas du tout cet avis. C'est pour moi la polémique la plus stupide Aujourd'hui, du monde. c'est sûr que c'est un peu tard. Oui. Franchement, même un freluquet, Bernard, a le droit de parler de Pétain. On a le droit de dire, c'est historique, on a le droit de dire, comme il l'a dit, il n'y a rien qui me choque, que Pétain était un bon soldat en 17. Tu parles. Et qu'il s'est conduit de manière ignominieuse en 1940. Qu'est-ce que c'est que ce révisionnisme historique? Oh, c'est pas... C'est l'hommage, c'est l'hommage qui choque. Je ne dis pas un révisionnisme, je dis que c'était pas la peine d'en parler, c'est pas la peine de le monter en épingle. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale rend fou. Tu peux dire que ce salaud de Pétain était un bon soldat en 17. Non, et tu... non, mais mon père n'était pas d'accord. Gilles William, on peut le dire. Enfin, on peut le dire, mais là, c'est le président de la République qui le dit, c'est pas pareil. Autant j'attache une grande importance à votre vision de la médecine, mais pardon, j'ai tendance à prendre en considération ce que me dit le général de Gaulle. Et le général de Gaulle a rendu un hommage appuyé au soldat Pétain. Je suis désolé de vous dire. Il faut que je recommence ce que je viens de dire. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Mais t'as pas l'air de l'avoir compris. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou quand on est de Gaulle. Mais il y a un sujet tabou quand on est Macron. Mitterrand, vous n'avez pas embêté Mitterrand avec sa Francisque quand il a rendu hommage. T'as pas lu les journaux? Tout le monde l'a reproché à Mitterrand. J'ai suffisamment de conflits avec Macron pour dire que quand il dit qu'il fait jour à midi, ça ne me dérange pas, c'est tout. Oui, mais il a fait nuit après. Non. Il a fait nuit et brouillard. Il y a des moments et des circonstances. Bien, on passe à autre chose. Alors, face à l'augmentation des prix du carburant, les automobilistes dénoncent la hausse des taxes quand le gouvernement invoque la transition écologique. Écologie, usine à gaz, c'est votre une, Natacha. Attention, vous avez 1 minute, top chrono. Alors, imaginez un gouvernement qui a besoin d'argent. Parce qu'il a un peu donné, il a diminué l'ISF, il doit tenir les déficits. Il se dit, comment je vais faire? Eh bien, on va taxer. On va taxer le diesel et on va expliquer que c'est pour l'écologie. Bon, simplement, l'argent, ensuite, ira pas à la transition écologique, mais ça, c'est pas grave. Mais on taxe pour l'écologie. Et après, bah zut, on s'aperçoit qu'en fait, ça va toucher les classes populaires et les classes moyennes, que donc, ils commencent à râler un peu en estimant que, bon, certes, l'impôt, c'est juste, mais c'est juste quand c'est partagé, et que là, ça tombe toujours sur eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on rétropédale, et là, on monte une usine à gaz. Pour l'écologie, c'est quand même un comble, en expliquant qu'en fait, on va leur rendre un petit peu grâce à un chèque énergie pour atténuer les effets. Bref, un truc totalement ridicule. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, on a réfléchi à la façon dont on faisait en sorte de mener une politique écologique, c'est-à-dire en redéfinissant l'économie, en la relocalisant, et pas en taxant ceux qui n'ont pas le choix. Oh là là, bravo. Elle est carinée à la seconde près. À la seconde près. Juste un mot, mais c'est pas un chèque énergie qui est donné par le gouvernement. Ah non, c'est par les régions, c'est encore mieux. Le gouvernement pique les taxes parce qu'il n'a pas d'argent dans le budget et il dit aux régions, ben vous allez rembourser. Et déjà, il a pris pas mal d'argent aux régions. En 1 minute, j'avais pas le temps d'aller. Oui, mais j'ai résumé. Les régions, ils disent pourquoi on va payer à la place de l'État. Ben voilà, c'est ça le problème. Bien. Cette semaine, les élections de mi-mandat ont eu lieu aux États-Unis. Les Républicains conservent le Sénat, mais les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants. Malgré tout, Donald Trump parle d'un immense succès. Trump n'a pas pris sa trempe. Très bon titre. C'est votre une, William. Oui, Thierry. Top chrono. Trump n'a pas pris sa trempe.
l'éléphant républicain n'a pas perdu sa trompe. Et... Oh là là. Oui. Ah non, si vous me coupez en plus... Allez, concentre-toi. Mais si je te coupe pour des compliments, oui, mais... on lui rajoute 10 secondes. Allez, continue. L'éléphant républicain n'a pas perdu sa trompe. Et la presse américaine s'est plutôt trompée. Alors, évidemment... évidemment. Et je peux rajouter, son enthousiasme a été quelque peu trempé. Oh là là. Il ne faut pas arrondir, il faut qu'on lui rajoute 20 secondes. Merci. Alors, évidemment, si la presse avait été bonne fille, ça aurait été encore, sans doute, mieux pour lui. Mais à l'inverse, la presse américaine est tellement déséquilibrée, tellement excessive et tellement méchante à son encontre que quelque part, ça le sert. Parce que quand même, trouver drôle qu'une ex-star du porno qui l'a fait chanter à ironiser sur la taille de son sexe, c'est peut-être un peu trop. Donc, Trump, c'est toujours pareil. Vous pouvez parfaitement, et c'est mon cas, le trouver extravagant, excessif, mais également, vous pouvez être mu par une sorte de sympathie élémentaire, et donc, par conséquent, être solidaire en dépit de ses travers. Bon, mais ça va. Je déteste cet exercice. Non, mais il est bien Non, parce on voit à quel point tu arrives à synthétiser ta pensée. Merci. Non, franchement. Et puis à chaque fois... Alors, il y a un petit magnéto CNN maintenant pour regarder effectivement la conférence de presse de Trump qui s'est très, très, très mal terminée. Magnéto, Sergio. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, All right. and if you did it well, your ratings Well, would let me be ask, much better. if I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President. Right. I was That's going to enough. ask one of the other folks. That's have had, enough. Pardon me, ma'am. Mr. Excuse President, me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with you the may have Russian indictments coming investigation down? because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Hey, Raquel, comme dit Luc Ferry, on dirait Mélenchon. Hein. C'est vraiment Mélenchon. Oui, mais non, mais Mélenchon... Attaquer la presse comme ça, il n'y a que Mélenchon. Thierry, Mélenchon ou pas Mélenchon, il est le président des États-Unis. Où est-ce qu'on a vu avant qu'un journaliste qui pose une question refuse de rendre son micro? Moi, j'étais aux États-Unis quand il y avait Reagan, et avec Ronald Reagan, il y avait régulièrement ce genre d'incident. Mais Reagan avait quelque chose par rapport à Trump, Trump n'a pas du tout. Reagan avait beaucoup d'humour. Et finalement, tout ça se terminait au désagrément du journaliste qui partait sous les rires. Alors là, non, mais là, c'est le sujet qui est passionnant. Parce que ce petit moment-là, on en aura encore beaucoup. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire la presse est d'un anti-Trumpisme hystérique, y compris les grands journaux comme le New York Times, se sont transformés en torchons presque anti-Trump. Et de l'autre côté, Trump est d'une vulgarité et d'une haine contre la presse. Le truc, c'est que les deux se servent. Parce que la presse gagne avec l'anti-Trumpisme, c'est-à-dire tous ces journaux, les ventes sont comme ça, et de l'autre côté, Trump, dès qu'il est attaqué par la presse, il monte dans les sondages. Donc voilà, c'est un truc, c'est une sorte de cercle vertueux, si je peux dire, entre les deux, vicieux si on veut, et qui continue, et en fait, ils se servent l'un l'autre. Voilà. Au lycée Utrio de Stains, dans le 9-3, la nomination d'un ex-gendarme au poste de proviseur adjoint à la sécurité fait polémique chez les enseignants. Magnéto, Serge. Police partout, école nulle part. Police partout, école nulle part. Police partout, école nulle part. Alors Pierre, vous êtes furieux, hein. Votre une, c'est « Et mon bahut, c'est du poulet ». Vous avez une minute, vous le savez. Je sais. Attention, top chrono. Et mon bahut, c'est du poulet, c'est ma façon à moi de dire stop, ça suffit, on arrête les conneries. On a les professeurs du lycée Utrio de Stains en Seine-Saint-Denis qui se sont mis en grève pour protester contre la nomination du proviseur adjoint qui a comme seul tort d'être ancien gendarme. Motif de la grève, dénoncer l'infiltration d'une force armée au sein de l'établissement. Avec des slogans, comme on vient de l'entendre, police partout, école nulle part. Des slogans comme ça qui sont hérités des vieilles rengaines 68ardes laxistes qui ont fait tant de mal à l'éducation nationale, et de conclure en toute retenue, tout se passe comme si l'on remplaçait les professeurs par des policiers. Alors moi je dis juste, on arrête les conneries. On ne peut pas à la fois dénoncer le manque d'autorité à l'école. On ne peut pas à la fois s'offusquer de la banalisation des discours anti-flics, des violences anti-flics dans les banlieues comme en Seine-Saint-Denis, si les profs eux-mêmes, les hussards noirs de la République, stigmatisent les forces de l'ordre et embrigadent les élèves dans leur paranoïa gauchiste. Hop, terminé. Il l'a fait en une minute.
Non mais alors bon, c'est vrai, tout le monde gueule parce qu'il n'y a pas d'autorité dans les écoles, et quand on envoie un mec qui n'est pas gendarme, qui est ancien gendarme, tout le monde gueule. Alors. On a vu des professeurs qui étaient des hystériques. Il n'y a pas d'autre terme. Ils se font braquer, ils se font tabasser, etc. Et on met un type qui est un ancien gendarme. Un ancien gendarme. Alors, moi, on aurait mis un ancien chirurgien. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, il va opérer tout le monde, il va faire du charcutage. Ça veut rien dire. Mais j'ai peur que Raquel Garrido ne soit pas d'accord avec nous, professeur. Heureusement. Non, mais il y a deux débats. Il y a d'abord la défiance vis-à-vis de cette personne, compte tenu de son ancienne profession. Cette défiance, il me semble que je ne suis pas certaine qu'elle soit légitime, je ne la comprends pas a priori. En revanche, ce que je peux comprendre, c'est le refus du corps enseignant de banaliser la présence des forces de l'ordre en général dans l'établissement. Non, mais c'est pour ça que je sépare les deux sujets. Il y a aussi la question de la pénétration des forces de l'ordre dans les établissements. C'est un sujet. Et là, vous avez des enseignants. Ah, ça n'a rien à voir. On est d'accord là-dessus pour dire que c'est pas... La proposition de Castaner sur les flics dans les lycées, ça n'a rien à voir avec la nomination d'un nouveau proviseur adjoint. J'ai compris, et c'est pour ça que j'ai séparé les deux choses. Et cette réaction est totalement aberrante. Ça, c'est... Ce proviseur-là n'a plus aucune chance d'avoir la moindre autorité. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à flinguer l'ensemble de la hiérarchie de leur établissement, puisque cette personne qui est venue là pour essayer de reconstruire quelque chose, il faut savoir, le lycée Maurice Utrillo de Stein, ça fait longtemps qu'il y a des problèmes. C'est un lycée difficile, ça fait partie vraiment des établissements où il y a... C'est abandonné, quoi, là, par l'État. C'est terminé, c'est mort. Donc, la prochaine fois qu'il y a un professeur qui se fait agresser, eh bien, il pourra venir se plaindre, il pourra expliquer que la hiérarchie ne le soutient pas et l'écoute pas. Ils sauront pourquoi. Voilà, très bien. Alors, jeudi dernier, c'était la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire. Monia, la vidéo d'un petit garçon appelant au secours, diffusée sur les réseaux sociaux, vous a beaucoup ému. Ça, je dois dire que... Magnéto, Serge. Bonjour, je suis Charlie. J'ai 7 ans. Je vais à l'école. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en ai marre de ce petit garçon. Évidemment, entendre un enfant de 7 ans déclarer qu'il a envie de rejoindre le bon Dieu parce qu'il souffre trop à l'école, il n'y a pas de mots, ça un crève le cœur. Il faut rappeler quand même que ce jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Un Français sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Certains arrivent à s'en sortir. On pense notamment à Jonathan Destin qui s'est immolé et qui aujourd'hui, dans son combat, dans sa reconstruction, essaye de lutter contre ce fléau. D'autres n'ont pas cette chance. Vous savez, 63% des enfants qui sont harcelés pensent au suicide. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on pense à tous ces enfants qui ont dû mettre fin à leur jour trop court juste parce que la pression était trop forte. J'ai une pensée aujourd'hui pour les parents de Marion Fraisse, 13 ans, parce qu'on l'a traité de pute. Christopher Fallet, 16 ans, parce qu'il faisait du cheval. Émilie Monk, 17 ans, parce qu'elle était première de la classe. Mathéo, 13 ans, parce qu'il était roux. Jamel, 9 ans, parce qu'il venait de faire son coming out. Noélanie, 8 ans, parce qu'elle était tahitienne. Alors la liste est tristement longue, je n'ai qu'une minute. Qu'il repose en paix. Vous avez dépassé, mais c'est pas grave. Voilà. Juste pour préciser, on a bipé la vidéo pour protéger l'enfant, pour pas qu'on connaisse son collège. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a un numéro, c'est le 30-20. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, il y a un numéro. Si vous êtes harcelé, si vous souffrez, appelez ce numéro. Dans une tribune publiée dans Le Monde et France Inter, les juges des enfants du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis dénoncent le manque de moyens. On écoute un des co-signataires de cet appel, Magnéto, Serge. Aujourd'hui, si je mets en œuvre une mesure éducative, il va s'écouler plus ou moins 1 an et demi. Mais le rythme du développement des enfants ne le permet pas. Chaque semaine compte, chaque jour compte pour que l'enfant ne soit plus en danger, mais protégé. Alors voilà, justice au secours les enfants. C'est votre une, Raquel.
On a parlé de l'enfance en danger, on a parlé de la violence à l'école. Eh bien voilà des juges des enfants qui nous alertent, tous, c'est-à-dire 100% des juges du tribunal de Bobigny qui nous alertent parce que ce que nous sommes en train de fabriquer pour citoyens dans l'avenir nous met tous en danger, pas seulement eux. Et figurez-vous un enfant qui est en train de se noyer. Vous êtes juge, vous dites « j'ai décidé, on va lui envoyer une bouée ». Eh bien, si vous êtes à Paris, cette décision est exécutée immédiatement. Si vous êtes en Seine-Saint-Denis, il y a 1 an et demi avant que cette décision soit exécutée. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez 900 familles en Seine-Saint-Denis qui sont en attente d'exécution de mesures qui ont déjà été décidées par des juges. Pourquoi? Parce que les associations habilitées sont sous le coup de pénurie budgétaire. Parce que les conseils départementaux, on leur a enlevé aussi des taxes qui permettent d'alimenter et de financer tous ces jobs-là. C'est ça la réalité. Et je me dis, jusqu'à quand on va laisser mourir la Seine-Saint-Denis dans l'indifférence généralisée? Ouais, alors vous êtes arrivé alors, très bien. Vous l'avez fait en 59 secondes. Un mot. Moi, je veux juste dépasser la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que c'est un problème global. Parce que, pour une fois, je suis absolument d'accord à 100% avec toi, c'est la honte. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui avec la justice, on le dit, parce qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. C'est-à-dire des juges, d'un côté, qui sont de plus en plus politisés, une lenteur, manque de moyens. Enfin, on voit très bien, c'est un système qui est en train de dégringoler, comme l'éducation nationale commençait à dégringoler il y a 20 ans. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut le dire, il faut le crier, il faut agir. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Maintenant, vous avez vu toutes ces unes, elles sont devant vous. Vous êtes devant le kiosque. Laquelle achetez-vous, Bernard? J'irais plutôt sur Justice au secours les enfants. Parce que... non, mais c'est pas... Unquel, c'est pas parce que vous me l'avez demandé. C'est parce que, voilà, j'ai une sensibilité et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser ces enfants comme ça. Bien. C'est pas possible. Donc, et vous, Philippe, laquelle? Malheureusement pour vous, la même chose. Ah, même pas malheureusement, mais je suis ravi. Raquel a son meilleur devoir. Non, mais attendez. Ça met en cause, simultanément, tous les plus grands problèmes de l'État d'aujourd'hui. La justice, puisqu'on en a parlé, la justice, c'est combien du budget de l'État? 2%. Ah bon, seulement 2%. Prison comprise. Oui. Alors, retirez les prisons, regardez, c'est une honte. C'est On est absolument... 39e sur les 50 États du Conseil de l'Europe. Raquel, vous savez quand même que c'est la 2e fois que vous gagnez ce soir. Oui. Et c'est pas fini. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet... C'est l'unanimité au sein du tribunal aussi qui est inédite. Voilà, c'était les unes de la semaine. On se retrouve après la pub avec Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux mercenaires, les professeurs Philippe Even et Bernard Debray. À tout de suite. Go down. Bonsoir les Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les Terriens du dimanche, pourquoi les Français sont-ils accros aux antidépresseurs? Les professeurs Philippe Even et Bernard Debray sont nos invités fil-rouge. Ils livreront leur diagnostic. Le cerveau des hommes est-il le même que celui des femmes? Monia Cachemire s'est creusé les méninges. Le témoignage de la semaine par Pierre Licia et aussi, bien sûr, les Terriens de Tanguy Pastureau. Ce soir, face au professeur Bernard Debray et Philippe Even, les 6 mercenaires, la grande rousse avec une combi noire, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido, elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire, tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert, l'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles William Golnadel, la belle gueule qui ne compte pas la fermer. Pierre Licia et nos invités fil-rouge, les professeurs Philippe Even et Bernard Debray. Je rappelle votre slogan, les docs anti-médoc. Et vous avez votre sampleur. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le poing qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore. C'est un rappeur.
Gaston Ouvrard a un flot incroyable, hein, vraiment. On commence avec les invités fil rouge face aux mercenaires. Donc ils ont chacun une question à vous poser. On commence avec vous, Monia. Philippe Even et Bernard Debré, on va jouer un petit jeu. On va jouer au bureau des vérifications du cerveau. Alors, en lisant votre livre, j'ai découvert, page 73, vous racontiez que, par exemple, le cerveau est insensible à la douleur. Ben oui, c'est vrai, entendu. Ça. Mais quand on opère le cerveau, il n'y a pas d'anesthésie. Ah bon? Mais non, il y a une anesthésie cutanée et on opère le cerveau. D'ailleurs, c'est tout à fait indispensable. Parce que quand on a un homme éveillé ou une femme éveillée, et quand on manipule, quand on essaye d'opérer, on lui demande ce qu'il ou ce qu'elle ressent, et on voit quels sont les troubles que ça induit, et c'est tout à fait important. Mais quand on dit qu'on a mal au crâne, donc c'est faux en fait. Pour quelle raison on n'a pas mal au cerveau? Enfin, pourquoi on ne ressent pas la douleur? Quelle raison? C'est qu'il n'y a pas d'innervation sensitive au niveau du cerveau. C'est pas la même chose. Et voilà. Vous avez une autre question? Voilà. Oui. Quand on dit qu'on est mou du bulbe, est-ce que ça veut dire qu'on est con? Oh, il peut y avoir des mous du bulbe qui sont moins cons que d'autres. Autre question. La matière grise est-elle vraiment grise? Elle est grise. Oui. Vraiment grise? Oui, la matière blanche est blanche. C'est bien fait, hein. C'est quoi la matière grise? C'est quoi la matière blanche? C'est quoi la matière grise? La matière blanche, ce sont les fibres, en ce qu'on appelle les axones, et la matière grise, les noyaux, qui forment les moteurs de l'être humain. C'est la noblesse. La noblesse. Matière grise, matière blanche, c'est des câbles. Est-ce que les neurones meurent avec l'âge? Alors, on pensait qu'ils mouraient, qu'ils n'étaient pas reproduits, qu'on ne pouvait pas refaire des neurones, et on s'aperçoit maintenant que les neurones peuvent se refaire eux-mêmes. Alors, ils meurent, oui, avec l'âge, avec un certain nombre de pathologies, mais ils peuvent être refaits. On peut avoir de nouveaux neurones. Comptez pas trop là-dessus quand même, parce que c'est vraiment important, mais très petit. Votre tube digestif, votre intestin, il lui faut 4 jours pour se refaire complètement. Les os, il faut quand même 5 ans. Le cœur, on estime qu'il faut une centaine d'années pour le refaire complètement. Mais le cerveau, c'est beaucoup plus petit encore. Et ça meurt avec la drogue aussi ou pas, le cerveau? Ah oui, ça peut. Oui. La cocaïne, ça bouffe la myéline, donc... Est-ce que le cerveau des hommes est le même que celui des femmes? Non. Pourquoi? Non. Il y a des différences. C'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Et c'est qui le mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Eh bien, pour un homme, c'est une femme. Bah voilà. Et pour une femme, c'est un homme. Continuez, Monia. Est-ce que l'expression « avoir une bite à la place du cerveau » a un vrai fondement? Fondement. Ouais, dans le fondement. Je reprends un peu Michel Onfray. Ah non, mais moi, je dirais que c'est moins utile que de l'avoir ailleurs. Est-ce que c'est vrai qu'on utilise seulement 10% de son cerveau? Ça, alors, oui, c'est vrai qu'il y a une partie du cerveau dont on n'a pas encore compris totalement la fonctionnalité. Mais à mon avis, il ne vaut mieux pas y toucher. Quand on parle de lavage de cerveau, est-ce que la manipulation peut changer notre façon de réfléchir? Mais bien entendu. Bien entendu, on a vu ça dans des régimes totalitaires. Chez Ho Chi Minh. Par exemple, chez Ho Chi Minh, mais ailleurs aussi, hein, à droite, à gauche. Vous avez des gens à qui on lave le cerveau. Et moi, je disais assez souvent que ceux qui veulent imaginer des clones tous identiques, aller au combat, pas la peine. Il vaut mieux faire un lavage de cerveau. Et on voit des enfants avec des idées qu'on leur a données, qui vont se faire tuer au champ d'honneur, entre guillemets. C'est terrible, terrible. Le cerveau est très malléable. Et dernière question, quand Franck Ribéry a été transféré de Marseille à Munich, est-ce qu'on peut appeler ça une fuite des cerveaux? Bien, bravo. On passe à France. D'abord, on regarde un magnéto, Serge. My mind came alive, my body felt alive. Adderall, warning. Side effects may include being awesome at everything. It's not like a glass of wine or a joint or any way that people use to decompress. I really see it as a supplement. The perfect employee is somebody that doesn't say no. There is a culture of you do stay up 16 hours for 7 days straight. Adderall, the drug of our time. What's the cost of that?
And is that a cost we're willing to live with? Voilà, ça s'appelle les Go Pills. Ouais, ça c'est l'extrait d'un documentaire qui parle d'un phénomène qui se développe beaucoup aux États-Unis, bon, un peu en France aussi, mais c'est ce qu'on appelle les psychostimulants, les Go Pills, les amphétamines aussi. Et quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est supposé quand même améliorer les performances intellectuelles. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est dangereux, docteur, ou pas? Mais attendez, ça a été fait 100 fois depuis 50 ans. Les grands leaders politiques avant-guerre, Hitler, Göring et Goebbels pour commencer, mais ensuite Churchill aussi. La pervitine. Se sont drogués comme ça. Oui, mais la pervitine, c'est pas autre chose qu'une amphétamine. Oui, bien sûr. À l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mauvais, docteur? Ah oui, c'est très mauvais, bien entendu. C'est très mauvais. Alors, les effets secondaires. D'abord, il peut y avoir des psychoses qui se développent. Ça dérègle le cerveau, on peut devenir complètement con. On l'est souvent avant. C'est comme le cannabis? C'est beaucoup plus dangereux que le cannabis. C'est l'addiction, c'est des troubles majeurs, et puis ça peut être la mort, et puis surtout des idées suicidaires, le suicide et des meurtres. Dans ce documentaire, je l'ai vu, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une véritable banalisation de la Ritalin et de tous ces psychostimulants. Et par exemple, il y a une scène où il y a une étudiante américaine qui, avant de passer un examen, prend son médicament et dit à la caméra, en fait, c'est comme prendre un bon petit déjeuner avant de bien commencer la journée. Mais attendez, quand je passais mes examens, que j'avais 20 ans dans la faculté, on faisait des conneries comme tous ça. les étudiants bouffaient du corps. Non, mais attendez. Bien sûr. Et ça vous rendait beaucoup plus performant? Plus vif et plus optimiste au moment de répondre. Et à la relecture, beaucoup moins. Ouais. Non, ça s'épuise, c'est dangereux, on devient addict et on peut avoir des troubles psychotiques majeurs. Mais c'est un vrai problème de philosophie. Quand on sait que cette pilule du bonheur, le Prozac par exemple, le Prozac, ça va entraîner quoi? Des suicides? Ouais. Et oui, ça entraîne des suicides. Mais ça va entraîner des meurtres? Et oui, ça entraîne des meurtres. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on est en train de faire? Alors attends, moi je prends rien de tout ça, mais quand même, j'ai envie de poser une autre question parce que, je vous adore, vos bouquins, ça dépote toujours à chaque fois, vous n'avez pas froid aux yeux, tout ça très bien. Mais par exemple, il y a des trucs que je ne comprends pas très bien sur les antidouleurs. Parce que les antidouleurs, quand on vient, comme dans mon cas, on a pris plein la gueule, de temps en temps ça fait du bien, une nuit de temps en temps, un petit tramadol. Et je vois tous ces trucs-là, c'est considéré comme des choses horribles, voilà. Non mais attends, simplement, tu avais qu'à écouter ce qu'avait dit Obama en partant, ce que disent un certain nombre de gens. Il y a une crise opioïde. Qu'est-ce que c'est que 50 000 morts? Vous en parlez, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que la crise opioïde? Non, mais il faut que tu sois plus indulgent pour lui. Lui, il était vraiment malade. Il avait des douleurs causées par des lésions. Oui, quand tu dors pas la nuit, qu'est-ce que tu fais? Et à ce moment-là... Oui, tu peux en prendre, alors. Bien entendu. Voilà, le problème, c'est les douleurs, comme appellent les Américains, les douleurs sans cause chronique. Actuellement, ça représente environ en France 3 à 4 millions de personnes, de femmes essentiellement, qui ont mal dans les reins, qui ont mal là, qui ont mal dans les poignets, qui ont mal dans l'épaule, etc. Et qui dépriment parce qu'ils ont mal tout le temps. Alors la cause, c'est quoi? C'est la dépression qui fait la douleur qui fait la dépression, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, là, c'est qu'il ne faut surtout pas se lancer dans des médicaments opioïdes, même mineurs, même comme le tramadol. Bien. Alors Pierre, dans un instant, donc, vous poserez votre question aux professeurs Even et Debré, mais avant, où en est-on de la légalisation du cannabis dans le monde? Magnéto Serge. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, cause you know I'm living young and wild and free. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger. Posez votre question, Pierre. Alors, on vient de voir que certains pays ont légalisé le cannabis à usage récréatif. D'autres pays, comme nos voisins, comme l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique pour soulager l'anxiété, les troubles du sommeil, les douleurs. En France, la prescription de médicaments à base de cannabinoïdes est rarissime, puisque la réglementation est tellement restrictive pour délivrer une ordonnance que, du coup, faute d'accès au cannabis médical, beaucoup de Français
ont une consommation de cannabis qui est illégale, qui se fait sans suivi médical à la fois de la qualité du produit et de la quantité de produit. Donc ma question elle est simple, vous la voyez venir, faut-il légaliser en France le cannabis thérapeutique? Cessez de parler du cannabis et tout sera plus clair. Il y a 100 molécules dedans. Il y en a 2 qu'il faut retenir, les autres tout à fait accessoires. Il y a le tétrahydrocannabinol qui porte toutes les vertus qui font planer, rêver, qui rendent, enfin bon, la vraie drogue, le THC. Ouais. Et là, nous sommes tous les deux contre la légalisation, non pas pour les effets directs, les effets que vous appelez secondaires, moi j'aime mieux dire nocifs, c'est plus clair, mais sont mineurs, il n'y a pas d'addiction, il n'y a aucun risque de mort, il y a à première vue, pas de raison de l'interdire. Mais si, il y a les troubles comportementaux, il y a la perte de la vigilance, il y a les risques d'accidents, 600 accidents de voiture mortels par le cannabis tous les ans, c'est pas n'importe quoi. Et puis, il y a la délinquance pour s'en procurer, pour le vendre. Donc, pour ces raisons-là, il nous paraît absolument nécessaire de maintenir, en tout cas pour plusieurs années, l'interdiction du THC. Mais il y a l'autre molécule. Oui. Et là, on est devant ce qui m'apparaît à moi comme un scandale, et un scandale planétaire. L'autre molécule, elle s'appelle le CBD, le cannabidiol. Non seulement il n'a pas les effets du THC, mais il s'oppose aux effets du THC. Et par ailleurs, vous trouvez dans la littérature médicale, étrangère naturellement, à peu près 200 articles très bien étudiés qui montrent l'efficacité dans le traitement de la douleur supérieure à la morphine, il faut quand même le faire. Deuxièmement, dans les troubles du sommeil. Troisièmement, dans les dépressions. Quatrièmement, dans certains états d'agitation extrême. Cinquièmement, dans l'épilepsie et dans les formes les plus graves d'épilepsie de l'enfant, où c'est infiniment moins toxique et dangereux que les antiépileptiques qu'on utilise habituellement, par exemple la Dépakine. Ça a même un soutien réel dans la sclérose en plaques, dans le Parkinson, et découverte stupéfiante et que pour l'instant on ne s'explique pas. Ralentissement de l'évolution des cancers du sein. Alors ça, aucune idée de comment ça marche, mais les faits sont publiés, etc. Autrement dit, on a là une molécule porteuse d'avenir qui pourrait remplacer la morphine, les opioïdes, etc. dans les traitements de la douleur, qui n'a pas d'effet secondaire majeur, qui n'est pas addictive. Et pourtant, dans tous les pays, la recherche pour mieux analyser, fabriquer des dérivés, il y en a qui sont faits en Israël, est interdite. Et bloquée. Ouais. Premièrement, par hypocrisie, pas de crédit. Alors bon, on ne dit pas qu'on l'interdit, mais on ne lui donne pas d'argent, donc elle ne peut pas avoir lieu. Et dans certains pays, dans certains États américains et en Amérique du Sud, la recherche sur les dérivés du cannabis, y compris celui-là, est de point interdite. On est devant vraiment un problème qui m'apparaît actuellement comme majoritaire dans le domaine de la santé. Mais le CBD à 0,2%, il est autorisé à la vente en France? On l'achète partout, oui. Il y a une boutique en face de chez moi qui le vend depuis des années, il est autorisé en France. Mais il n'y a pas de recherche. On n'arrive pas à évaluer. Alors, et les médecins font semblant de ne pas entendre parler. Le cannabis qu'on fume, c'est un mélange de plusieurs drogues. Donc, on a bien dit, il y en a une qui est dangereuse. Elle change l'état d'esprit, l'esprit, etc. Ça peut être c'est le but recherché, oui. Oui, c'est le but recherché, mais bien entendu. Mais bien entendu. Mais le scandale, c'est justement qu'on ne fasse pas d'études sur l'autre. OK. Alors, on passe à la suite avec vous, votre question. Alors, page 127 du livre, vous parlez de la dépression et vous vous demandez si c'est la maladie du siècle et vous dites non. C'est le marché du siècle. Oui. Votre livre est un manifeste contre les lobbies pharmaceutiques qui aurait pu être signé par le premier des insoumis, on va dire. Vraiment, à tel point, c'est... voilà. Mais par moi aussi. Voilà. Pourquoi Non, mais attendez. Les lobbies pharmaceutiques ont fait beaucoup de dégâts. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'en France, on ne dit jamais rien. Oui, on a parlé tout à l'heure du Prozac. On a parlé d'autres médicaments. Du GSK, par exemple, qui a fait un médicament, le Deroxate. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, en Angleterre, il y a des malades qui portent plainte. On va aller chez GSK, on va sortir des dossiers qui n'ont pas été publiés, des études qui n'ont pas été publiées, qui montraient quoi? Qui montraient que ça a augmenté les suicides, que ça a augmenté les meurtres, que l'efficacité était quand même très modeste par rapport au placebo. Et GSK a reçu une amende de 3 milliards. Et en France, on en a parlé?
Rien. La même chose pour le Prozac, la même chose pour d'autres. On n'a jamais rien dit. Est-ce que vous ne pensez pas, en gros, que si on n'était pas tous shootés aux antidépresseurs, aux anxiolytiques, aux autres, est-ce que ce ne serait pas déjà la révolution? Quelle révolution? Non, mais ça, elle plaide pour sa chapelle, mais ça, c'est autre chose. Et nous sommes... Non, mais je veux dire, est-ce que ça explique pourquoi on est tous sous le coup de cette politique-là, de la consommation de psychotropes, d'antidépresseurs? Est-ce que ça ne nous met pas dans un état cotonneux qui nous empêche de revendiquer? Est-ce que c'est pas une camisole chimique? C'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. C'est parce que les Françaises et les Français se heurtent à des difficultés de la vie. Oui. Le divorce, la séparation, la mort, la difficulté de trouver un travail. Et ils font appel à ce moment-là à des médicaments. Mais si on changeait le système, si on arrêtait de souffrir au travail, par exemple, il faudrait à ce moment-là constater qu'on a moins besoin de ces anxiolytiques ou des go-pills ou que je ne sais autres produits qu'on nous donne. Vous avez raison. Si. Là, pour l'instant, c'est vrai que vous, politiques, moi je suis aussi un peu, on dit votez pour nous, on va changer la vie, etc. On ne l'a pas encore vu, que ça soit à droite, que ça soit à gauche, que ce soit au centre, mais les promesses, c'est vrai, sont merveilleuses. Résultat, pas grand-chose. Non, mais ce que je veux dire, effectivement, les médecins, même les patients, les Français disent aidez-moi à être heureux, donnez-moi une pilule. Et les médecins prescrivent. Et les gens prescrivent. Mais parce que sinon, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'à la décharge des patients, rappelez-vous, on était avec Muriel Robin la semaine dernière qui nous a dit moi, sans mes antidépresseurs, je ne pourrais pas vivre. Et ça ne veut pas dire je ne pourrais pas vivre heureuse. Ça veut dire je ne peux pas vivre tout court. Et c'est vrai que ça empêche de mourir aussi. Ça empêche de se suicider à un moment donné. Non, vous avez vu ça où? Alors, où est-ce que vous avez vu ça? Parce que les suicides sont plus importants sous antidépresseurs qu'ils ne sont dans la vie, même quand on est déprimé. Et c'est ça qui est important. Souvenez-vous du type qui était la Germanwings, là, qui s'est jeté. Il était quand même sous antidépresseurs. 3 antidépresseurs. Non, on a appris quelque chose, en fait, c'est qu'il y a plus de suicides pour les gens qui sont sous antidépresseurs que pour les gens... mais c'est important, parce que Raquel Garrido, elle ne le savait pas. Moi non plus. Bien, Gilles William, votre question. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai été faire un contrôle en matière de cholestérol. On m'a trouvé du cholestérol. J'ai eu envie de me flinguer immédiatement pour abréger mes souffrances futures. Et on a porté à ma connaissance un ouvrage de 2013 du professeur Even qui s'appelle « Tout savoir ou la vérité sur le cholestérol ». Et ensuite, on m'a montré également une étude du British Medical Board qui nous explique que lorsque le cholestérol augmente, eh bien, la mortalité baisserait. Je souhaite savoir si quelqu'un qui a trop de cholestérol, il a du mouron à se faire ou pas. Alors, trop de cholestérol, ça veut rien dire. S'il en a énormément, oui, il y a le cholestérol familial qui est dangereux, parce qu'on sait que ça va entraîner... Bien, quand il a un peu trop de cholestérol, il ne faut pas non plus paniquer. À partir de 2 grammes, 83 grammes, il peut y avoir une part génétique d'une maladie qui, dans ses formes graves, s'appelle l'hypercholestérolie familiale. Il est raisonnable de considérer que là, les risques sont plus grands. Ça représente, en France, 1 à 2% de la population. Donc, ce n'est pas la croyance actuelle. La croyance actuelle laisse à penser mais la croyance de qui? Un mec qui a du cholestérol, il se regarde comme ça. On s'en vante pas. Alors, attends. Il y a 2 choses. Il y a d'une part des laboratoires qui ont trouvé là un filon extraordinaire. 30 milliards quand même, c'est pas rien. Hein? Donc on le donne. D'ailleurs, on s'est aperçu qu'en donnant ces médicaments, on provoquait chez certains du diabète, on provoquait chez certains des troubles musculaires majeurs. Et là, on est en train de dire attention, c'est très dangereux. Le traitement. Bien. Pas dit. Et bien voilà, merci. Alors on passe à Natacha. Avant le magnéto, vous voulez présenter une chose. On va revenir au sujet de votre livre, et notamment aux dépressions, aux antidépresseurs. Ce que vous montrez bien, c'est le poids des laboratoires pharmaceutiques. Donc finalement, comme on ne peut pas s'empêcher de chercher
la fameuse pilule du bonheur et de se dire qu'il y aurait des éléments magiques qui nous permettraient d'aller mieux. Est-ce que la solution serait de s'émanciper des laboratoires pharmaceutiques et d'aller chercher ailleurs la pilule du bonheur? Alors, je vais vous emmener pour ça. Attendez, vous allez voir. On va aller faire une petite visite au salon Marjolaine, salon du bio qui s'était installé aux portes de Paris cette semaine. Et vous allez voir, on va aller voir les alternatives aux laboratoires pharmaceutiques. Magnéto, c'est... À chaque déséquilibre émotionnel, si j'ai des peurs, si j'ai des angoisses, si j'ai des ruminations, le petit vélo dans la tête en permanence, il y a une fleur qui va correspondre. Ça, c'est un aliment divin, dans la mesure où quand on fait l'analyse de la spiruline, on se rend compte qu'elle renferme tout ce qui est fondamentalement nécessaire à générer la vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on consomme de la spiruline, pour moi, on redonne à chaque membrane cellulaire le message de la construction de la vie. Et ça, c'est ce qui permet de tenir les pieds sur la terre. Et voilà, Natacha, posez votre question maintenant. Alors, on va faire un petit tour de tout ce que je vous ai ramené des petits éléments. Vous avez donc reconnu dans ce sujet les fleurs de Bach et la spiruline, qui sont censées donc être une alternative aux antidépresseurs chimiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est placebo, oui, très bien. Voilà, c'est ça. Mais finalement, si c'est placebo, c'est formidable, ça veut dire que ça marche. Mais c'est ce qu'on dit de l'homéopathie. Oui. C'est placebo. Sauf que dans le cas de la dépression, l'effet placebo est peut-être plus efficace que dans le cas, par exemple, de l'homéopathie pour se guérir d'un rhume. Eh bien, l'effet placebo, quand on parlait tout à l'heure des études qui ont été faites sur un certain nombre de produits antidépresseurs dont j'ai parlé, eh bien, l'effet placebo, c'est 49%. Voilà, contre 50, 51, il n'y a pas de différence. Si on est persuadé qu'on va mieux, eh ben, très bien. On va mieux. Et alors là, on a aussi du millepertuis, le millepertuis et le curcuma qui sont censés être pour... alors là, c'est plus la dépression plus légère. Mais même l'OMS reconnaît que ce serait utile. Donc là, vous confirmez, ça peut être pas mal aussi. Il y a une chose. Tous les médicaments proviennent des plantes. L'aspirine, c'est quoi? C'est de la feuille de saule. Oui. Bien. La spiruline, c'est de la protéine. La spiruline, c'est pareil de toutes les vertus. Les algues. Mais toutes les vertus. Ah bon? Donc ça, c'est pipeau et ça l'est moins. Mais non, mais ça, c'est pas pipeau. Tout ce qu'on a montré, là, ce que vous avez montré, c'est placebo. Moi, je vous donnerai, alors, je vous mettrai un paquet, là, il y a marqué spiruline. Je vous le donne, vous le prenez, vous dites, c'est formidable. Et s'il n'y a pas de spiruline dedans, vous ne le savez pas. Dernière question. Est-ce que finalement, le meilleur antidépresseur, c'est pas le plaisir sous toutes ses formes, les plaisirs, c'est-à-dire savoir petit à petit cultiver tous les plaisirs de l'existence, que ce soit par le sport pour certains, par la bonne bouffe ou par le reste? Oui, c'est une évidence. Hein. Mais ce que vous oubliez peut-être, c'est que cultiver des plaisirs, ça suppose d'avoir la capacité de le faire financière, économique, affective, émotionnelle, sociale, politique même. On voit très bien que quand on regarde les zones du cerveau, parce que maintenant on a des IRM fonctionnels, on voit très bien que quand les zones du plaisir s'allument, c'est vrai que la personne va mieux. C'est évident. Est-ce que ça s'apprend? Sûrement, sûrement. Et maintenant, on passe à la question du 7e mercenaire, Magnéto. Vous avez été député puis ministre, Bernard Debré, puis vous avez arrêté votre activité politique. Quel regard vous portez sur la politique aujourd'hui? Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, est-ce que vous regrettez de ne plus en faire? Est-ce que vous trouvez que la politique aujourd'hui est plus violente qu'elle n'était au temps où, par exemple, vous souteniez Édouard Balladur? Répondez, mais sans langue de bois, s'il vous plaît. Alors, je vais d'abord répondre à Jean-Michel Apathy que je n'ai pas arrêté la politique, étant donné que je suis à la mairie de Paris et à la mairie du 17e. C'est quand même aussi faire de la politique. Mais c'est vrai que je regarde la politique aujourd'hui avec plus de détachement et plus de tristesse. Parce que ce qu'on voit apparaître à droite comme à gauche, c'est terrifiant. Terrifiant de conneries. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on s'est dit, mais enfin, est-ce que c'était comme ça avant? Est-ce que c'était mieux avant? Peut-être pas. J'en sais rien. D'ailleurs, il déprime, hein?
Il prend des antidépresseurs. Oui, tu parles. Et je suis, alors oui, très agressif contre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Macron, on a l'impression qu'il est immature. Il est agressif, il faudrait peut-être qu'il se fasse psychanalyser, mais c'est pas mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs, pardon pour Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu piquer une espèce de crise de folie absolument invraisemblable. On s'est dit, mon Dieu, il va taper tout le monde, heureusement que j'étais pas à côté. Et puis quand on voit Wauquiez, c'est pareil. On s'est dit, mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Après qui il court? Alors je ne parle pas des autres extrêmes que je n'aime pas non plus. Bien, allez non. Voilà, c'était les mercenaires face aux invités fil rouge. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake, no fake. Alors, je vais vous proposer des sujets concernant les pétages de plomb des people aux chroniqueurs de dire donc si ces informations sont vraies ou fausses. D'accord? Vous aussi, vous allez répondre. Hein. Attention. En 2017, alors qu'il était traité à l'oxycodone, un antidouleur, le rappeur américain Kanye West a mordu le doigt d'un de ses musiciens pendant un concert. Il a dit « J'ai cru que c'était un manchon de poulet ». C'est vrai. C'est faux. Non, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. L'oxycolone est un antidouleur. C'est pas à cause du L'oxycolone est un antidouleur morphinique. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme Bravo, c'est faux. Ouais. Alors, en 2010, après le tournage de Shutter Island, le film de Martin Scorsese qui se déroule dans un hôpital psychiatrique, Leonardo DiCaprio est devenu dépressif. C'est rigoureusement faux. Oui. Non. C'est vrai. Oui, c'est vrai absolument. Il a dit j'étais totalement dépressif dans un trou noir, enfin, etc. Attention, le golfeur Tiger Woods, ex-numéro 1 mondial, a été retrouvé complètement drogué, endormi, au volant de sa voiture. Mais oui, c'est vrai. Et pas tout à fait au volant de sa voiture. Ah. Non, les flics l'ont fait sortir de la voiture, l'ont fait marcher, et il n'arrivait pas à marcher. Ouais. Voilà. On a les images. Magnéto, ça. Là, voilà. Right over here. Et voilà. En fait, il avait pris du Xanax, du Zolpidem. Et du cannabis, bien sûr. Mais oui, mais attends, on imagine, il a conduit, il aurait conduit un peu plus longtemps. Combien de morts? Mais pour un golfeur, il n'avait pas les yeux en face du trou. Ah, bravo. En mars 2009, l'avocat Gilles William Goldnadel a semé le trouble dans un avion. Plusieurs témoins ont dit qu'il aurait agi sous les effets de l'alcool. On a les images. Magnéto, Serge. Écoute, non mais enfin écoute, tu ne m'empêcheras pas de te répondre. C'est gênant, c'est gênant. J'ai reconnu les pectoraux de Gilles. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est faux. Il ne boit pas d'alcool, donc c'est faux. C'est faux, évidemment. Ah ouais, c'est pas vrai. Ça se voit que c'est faux. Regarde-le. C'est vrai. Voilà, c'était Fake No Fake. On se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche. Face aux mercenaires, les professeurs Even et Bernard Debray. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du dimanche, re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Moi je reste attaché. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire le fou. Ils sont sympas là, les insoumis, non? Si Sardou savait. Ouais. Mais il le sait. Mais il le sait, hein. Il a fait un procès. Sardou lui a dit. Non, il est content, ça. Oui, parce content, que je l'aime bien. Monia Cachemire. Je suis
promenade. C'est vraiment le seul défaut que j'observe. Franz-Olivier Gisbert. Gilles William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà. Et Pierre Alicia. Mais moi je voulais une moustache. Ce soir, face aux 6 mercenaires, les professeurs Philippe Even et Bernard Debray. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo, vous nous dites si vous aimez, si ça vous fait rire, si ça vous dégoûte, si ça vous énerve, ou si vous trouvez ça nul. Direction la Russie. Alors, Franz, j'ai dû la visionner une dizaine de fois, je trouve ça absolument génial. Vous adorez ce truc-là? Ah oui, j'adore ce truc-là parce qu'il y a un moment, vous avez vu, il y a une ombre d'aigle. Et pourquoi l'aigle ne s'est pas arrêté pour le prendre? Peut-être qu'il avait peur du grand ours qu'il voyait au-dessus. Il avait peur du drone. Il y avait un drone qui a, soi-disant, dérangé l'ours. Non, et surtout, l'ourson. Oui, mais t'as l'aigle qui passe, tu le vois, tu vois l'ombre. Ouais, demande à l'aigle d'aller taper le drone. Gilles William, c'est ouf. Ah non, mais moi, ça m'émeut beaucoup. Ah non, mais moi, dès l'instant où il s'agit d'animaux en général ou des ours en particulier, je tourne au con. Sombre dans une sorte de puérilité ou du gâtisme, je sais pas. Quoi, ouais. William. L'ours brun, Winnie, tout ça, je suis... La prochaine fois, je t'enverrai des serpents. Non, les serpents, non. Alors, direction l'Inde. Monia, ça les gagne. Il faut quand même rappeler combien a coûté cette statue. Cette statue a coûté 358 millions d'euros pour l'Inde. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est le double du budget demandé par cette région. C'est dans le Gujarat, qui est une région très rurale, très pauvre. Et ils ont besoin de la moitié de cet argent-là juste pour irriguer, parce que cette région est touchée par la sécheresse. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne génère même pas d'emploi pour l'Inde, parce que la statue a été fabriquée en Chine. Donc l'argent a été donné aux Chinois. En plus de ça, ils font croire que c'est pour booster le tourisme. Mais en fait, absolument pas, parce que la première ville se trouve à 100 km de la statue. Il n'y a aucun train qui s'arrête à côté. Il n'y a pas d'hôtel. C'est juste politique. Ils ont choisi de mettre en avant la statue du personnage Patel juste pour casser l'image de Nehru, parce qu'en fait, ils sont en train de préparer des élections législatives bientôt. C'est tout comme d'hab. Voilà. Vous, ça vous plaît, vous, non ça, vous aimez ça? Mais j'adore l'Inde. Mais ça, je suis un peu comme... de manière, je trouve que c'est la base politique. On voit très bien, c'est nul, quoi. C'est des politiciens qui essaient de jouer des coups. Enfin, c'est complètement... En 2021, ils vont en fabriquer une autre à Bombay, quoi. Comme ça, voilà. On donnera encore de l'argent à d'autres gens. Direction les États-Unis. You know that I'll be down for you. You know. I'll be all in it. You know. I made it just for us two. This my way to say I love you. You don't have to go and follow, yeah, I know that's your decision, but this my way to say that I do. You wanna drive to the mall, right? Or should we take it to the movies? Alors, c'est faire détartrer les dents
par des rats, vous adorez, vous. Oui, pourquoi pas. Attendez, on se fait nettoyer les pieds avec des petits poissons, il y en a partout. Vous mettez les pieds dans l'aquarium et ils viennent bouffer les peaux mortes. Bon, et pourquoi pas, effectivement, c'est une façon de se brosser les dents qui est... Sérieusement, est-ce que c'est dangereux ou pas? Le rat? Non, de se faire nettoyer les dents par les rats. Moi, je vois pas pourquoi ça serait dangereux si les rats sont propres. Et d'ailleurs, ce sont pas que des rats, mais c'est pas très agréable. Bon, direction la France. Al igual que varios. J'en voulais plus. Bah, moi aussi, sur mon salaire, j'aimerais bien avoir 25% de plus, monsieur. On n'est pas sur une pâte, normalement, on est moyenne pâte. Bah, c'est normal. C'est quoi le délire, là? T'as raison, toi. Là, ça va être coupé, je vous mon pote. Bah, non, on va le laisser comme ça. Excellente proposition de film et voilà de cette comédienne. Parce qu'effectivement, depuis cette semaine, nous les femmes travaillons bénévolement, si on prend en compte l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Voilà. Alors que, par exemple, tout simplement, si nous étions payés comme les hommes, eh bien, il n'y aurait plus de problème de financement des retraites. Ah, c'est pas con. C'est tout simple. Ça vous fatigue ou non? À dire le vrai, ça m'agace un peu. Pour parler comme la gauche débile, ça stigmatise les hommes, ou c'est un amalgame, parce que si ça se trouve, le type là qui râle, eh ben, il y est pour rien. C'est plutôt le système qu'il faut incriminer. Moi, je paye mes collaborateurs et mes collaboratrices la même chose. Pourquoi on me piquerait un morceau de pain? Ouais. Donc, je trouve ça un peu con. Non, attends, tu peux pas dire c'est le système. C'est chaque chef d'entreprise devrait penser à ça. Il devrait promouvoir les femmes, les payer autant. Ouais. Non, attends, tu peux pas dire c'est le système. Le système, ça veut rien dire. Moi, je voudrais aller... C'est nous, on doit réfléchir à ça. François-Olivier, il faut aller plus loin. Il faut les payer plus que les hommes. Parce qu'elles ont de sacrées responsabilités par rapport à nous. Direction le Japon. Al igual que varios. 언제쯤 말을 걸까 고민하게 돼 너만 보면 공기가 들어간 듯 달콤한 chewing-gum. Le chewing-gum électrique. Deux choses. D'abord, c'est complètement nul. D'avoir un chewing-gum électrique, c'est idiot. Et deuxièmement, un goût de sardine. Il paraît. Monia, ça vous a fait rire, vous? Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, heureusement que je ne suis pas célibataire. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je devrais attendre un homme qui arrive en trottinette, qui vapoterait pour me draguer, et puis après, avant de m'embrasser, il enlèverait son chewing-gum électrique. Qui pue la sardine. Qui pue la sardine. Oui. C'est un peu bizarre. Bien. Direction la Suède. Al igual que varios. De la nourriture dégoûtante au musée. Vous, ça vous amuse parce qu'en Corse, il y a le Kazumarzu, là. Ouais. Exactement. Moi, je trouve ça intéressant pour deux raisons. D'abord, parce que ce serait faire un peu offense à mon île natale que de dire que le fromage avec des vers dedans, c'est dégoûtant dans la mesure où le cajumerzu, comme on dit, c'est un fromage qui est très prisé en Corse, qui est très cher et qui est très bon. Très fort, hein, certes, mais très bon. Mais garde-le. Mais nous le gardons. Plus sérieusement, quelque chose. On a parlé des goûts justement à l'instant. Il n'y a pas un universalisme du goût. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où on a une gastronomie que nous on considérait comme affreuse. Non mais et dans certains pays, on considère que, alors qu'un camembert n'a jamais fait de mal à personne, on considère que c'est absolument. Ça dépend, moi. Affreux. Non mais bien. Raquel, ça vous horrifie, vous, ça, non? Ah mais moi, ça me rappelle beaucoup trop mon expérience à
Fort Boyard. Quand Willy Rovelli m'a fait manger des horreurs, là. Il m'avait fait manger un jus de hareng fermenté. Il m'a dit que ça se mangeait en Norvège et que lui, il avait fait fermenter 1 mois et demi supplémentaire avant l'émission. Non, mais ils font ça maintenant, c'est ça, c'est devenu ça, Fort Boyard. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche encore. Oh non, mais sinon, on a beaucoup rigolé, mais je suis traumatisée, j'avoue. Voilà, c'était le zapping des terriens. Alors en France, les médicaments causent la mort d'au moins 18 000 personnes par an. Pour en savoir plus, Pierre Lissa a rencontré Juliette Boudre. En 2016, son fils est mort d'une overdose d'anxiolytiques et d'opiacés. Aujourd'hui, la pilule a du mal à passer. Magnétos. Xanax, Valium, Lexomil, les Français sont très nombreux à se faire prescrire des anxiolytiques par leur médecin pour lutter contre le stress, la fatigue ou l'anxiété. Mais ces médicaments peuvent être très dangereux et créer de fortes dépendances. On a rencontré Juliette, qui a perdu son fils à cause d'une trop forte addiction aux médicaments. Bonjour Juliette. Bonjour Pierre. Merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. Votre fils, Joseph, est décédé suite à une overdose liée aux médicaments le 29 décembre 2016. Comment tout ça a commencé? Tout ça a commencé avec un simple joint qui a eu un effet sur lui assez catastrophique. Ça a déclenché des attaques de panique et un manque de sommeil et beaucoup d'angoisse. Le médecin du collège où il étudiait lui a donné un Xanax pour l'aider à se détendre et à être moins angoissé, à mieux dormir la nuit. À partir de ce Xanax, il a eu besoin d'en prendre d'autres et les médecins lui en ont prescrit. Et donc il est devenu très accro très rapidement, oui. En combien de temps à peu près? En quelques semaines. En quelques semaines, ouais. Quand vous avez constaté ça, quel a été votre réflexe? J'emmène chez un généraliste. Et le généraliste me dit, il faut l'emmener voir un psychiatre. Et puis le psychiatre lui prescrit 3 mois de Xanax pour commencer, pour juste qu'il retrouve le sommeil, etc. Il prenait des plaquettes entières. Lorsque ça n'a plus été prescrit par les médecins, il a dû les trouver par lui-même. C'est pas chose très compliquée, puisqu'en France, on est ultra consommateur. Donc il allait dans les salles de bain des maisons des copains, et puis il trouvait toujours une boîte de Lexomil qui traînait ou une plaquette de Valium. Vous racontez dans votre livre que Joseph savait très bien manipuler les médecins pour avoir des prescriptions supplémentaires. Et il n'était pas majeur. C'était au cas où il avait réussi à se faire prescrire des médicaments, au cas où il ait à nouveau une crise d'angoisse, et le médecin lui en a donné sans me le dire. C'est complètement fou. Alors qu'il savait lui-même que oui, il le suivait. Il était, bien sûr. Et on sortait d'une longue période de calme et de sevrage, et il allait bien, et il n'en prenait plus depuis longtemps. On vous sent très seul. Il n'y a pas beaucoup de structures pour le soigner dans un format de cure. En France, j'ai pas trouvé grand-chose. Si j'avais pas eu d'autres enfants, j'aurais fait le tour du monde sans m'arrêter jusqu'à ce que ça lui passe. Je sais pas, c'est compliqué. La nuit de son décès, il avait tapé overdose dans ses moteurs de recherche. Il avait conscience de ce qui lui arrivait à ce moment-là. Oui. Il a compris, je pense. Il s'est empoisonné avec ces médicaments, en fait. Ses organes se sont éteints, en fait, les uns après les autres. Pierre. Alors, le soir de son décès, Joseph, dont on parle là, était en vacances quelques jours à Cannes chez sa grand-mère. Il sort en cachette par la fenêtre de chez lui pour retrouver un dealer qui lui vend une substance. Il n'a pas connaissance de ce que c'est du fentanyl, c'est très puissant. Il rentre chez lui, et là, c'est l'overdose. Son foie lâche. Petit à petit, ses organes s'éteignent. Sa grand-mère, au petit matin, le retrouve dans le coma, appelle les pompiers qui le réaniment. Sa mère, qu'on voit ici, saute dans un avion en urgence pour aller le retrouver. Malheureusement, il est trop tard. Et Joseph décède dans les bras de sa mère. Juliette raconte cette histoire dans ce livre. « Maman ne me laisse pas m'endormir ». Et elle a fait de la prévention des addictions aux médicaments le combat de sa vie. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'overdoses liées aux médicaments que liées aux drogues dures illégales. Et l'histoire de cette femme et de cette famille, c'est en fait un drame que connaissent beaucoup d'autres familles en France.
Et c'est ce que me disait Juliette pendant qu'on a un petit condensé de témoignages, mais on a discuté plus d'1 heure ensemble. Elle me disait finalement, notre histoire, c'est l'histoire d'une famille normale qui se termine mal. Mais oui, malheureusement. Mais oui, alors je vais pas parler de mon frère. Ouais. Je vais pas te parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Mais c'est une famille normale. Alors là, ça s'est pas terminé mal. Mais c'était quand même extrêmement éprouvant, extrêmement difficile. Deux filles et une femme qui est morte. Donc c'était effectivement très difficile. Et c'est un peu ce qu'on voit quand on prend des overdoses ou même sans prendre d'overdose. Un mot, les anxiolytiques sont plus dangereux que les antidépresseurs. Parmi les anxiolytiques, le plus dangereux, et le plus cher d'ailleurs, c'est le Xanax. William, sous le contrôle des 2 professeurs, j'ai l'impression que les nouveaux psychiatres ont une tendance totalement excessive et folle de prescrire les tranquillisants. C'est vrai ou c'est faux, oui, ça? C'est vrai. Il y a 15 millions de comprimés consommés par jour. Par jour? 15 millions d'antidépresseurs. Et si on ajoute les antalgiques, etc., on arrive à 25 m'étonnes qu'ils aient voté pour Macron. Bernard, ce qui est frappant avec le témoignage de cette femme-là, c'est qu'on a l'impression que les médecins sont quand même au courant du potentiel addictif de ces médicaments-là qu'ils prescrivent. Non. Alors c'est ma question. Comment ça se fait que les médecins ne soient pas au courant des dangers des médicaments? Globalement, ils ne sont pas au courant. Ils sont très mal formés. Pourquoi est-ce que ces addictions et ces décès-là sont encore tabous en France? On a l'impression que c'est un grand tabou. Ils sont informés par la publicité directe ou indirecte des laboratoires de quelques psychiatres qui servent l'industrie et qui les rassurent et les conduisent à surprescrire. Ils ont des excuses. Pierre, quand on dit c'est la pilule du bonheur, on va pas dire non, je suis contre le bonheur. Natacha, la mère de famille que vous êtes. Je pense qu'en effet, le travail de prévention est extrêmement à la fois complexe et nécessaire de la part des parents. Visiblement, Joseph a commencé par un simple joint. Il faut quand même dire aux jeunes gens qu'en effet, ça n'est pas anodin, contrairement à ce qu'on prétend. Pour beaucoup de gens, ça le sera. Et puis, sur certaines personnes, ça va avoir un effet absolument dévastateur et ça enclenche des psychoses, ça enclenche des maladies extrêmement graves. Donc rien de ce qu'on absorbe qui modifie l'état du cerveau n'est totalement anodin. Monia? Juste pour rappeler, par exemple, il y a eu un article il y a 1 mois dans le Guardian où on apprend quand même que les Anglais à Londres aujourd'hui pour faire la fête prennent du Xanax à titre récréatif, parce que ça coûte moins cher que l'alcool, et parce qu'en fait, on ne leur demande pas de pièce d'identité, ils peuvent tout simplement se procurer sur Internet, ils le reçoivent, les parents ne s'en rendent pas compte, et ils prennent tranquillement, ils font des overdoses, et c'est quand même incroyable. France? Moi, je me demande si cette petite discussion qu'on vient d'avoir, très importante d'ailleurs, ne montre pas qu'il y a vraiment un grand problème d'autorité en France, sur la société. Puisque je constate que sur des sujets aussi fondamentaux que le cannabis, ou les antidépresseurs, j'ai toujours le sentiment qu'on entend plus, beaucoup plus, les démagogues, les incompétents, que les médecins, enfin les vrais médecins. Et ça, c'est très frappant, et je pense que c'est peut-être aussi un phénomène très français, par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis ou dans d'autres pays. Comment dire, c'est une profession qui est très attaquée, aujourd'hui. Très attaquée, et de manière assez incompréhensible, d'ailleurs. Aux États-Unis, les gens sont très attaqués, et ils ont des amendes. Les laboratoires ont des amendes gigantesques. En France, il n'y en a pas. Et bien ça, c'est dramatique. Philippe Even, Bernard Debré, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre nouveau livre s'appelle « Dépression, antidépresseurs et drogue » et qu'il sort aux éditions du Cherche Midi. On se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Pastoret. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles William Grenadel et
Pierre Licia. Alors maintenant qu'ils sont partis, c'est le débrief de l'invité. Alors, vous avez trouvé comment? C'est deux vieux potes, en fait. Je les connais depuis très longtemps, l'un et l'autre. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas vieilli, qu'ils sont toujours là, à emmerder le monde, à dire les choses. Voilà, deux vieux emmerdeurs. J'aime bien ça, moi. Donc j'aimais bien les écouter. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Parce qu'ils disent vrai, ils parlent vrai, tout ça est vrai. Et c'est toujours stupéfiant, c'est ce qu'ils disent depuis si longtemps, que personne n'entend ça. Et que les pauvres Français continuent à consommer, à surconsommer ces antidépresseurs. Et que personne ne sait quand il y a le premier geste, quand il y a une dépression, c'est de prendre son vélo pour aller partir, ou je sais pas, ou de marcher pendant des heures. En tout cas, de faire du sport, de bouger, de s'aérer. Puis après, si c'est plus grave, on voit, on avise. Mais ça n'est même pas dit. Monia? Alors moi, je vais vous faire une confidence ce soir. J'ai pris du Xanax pour la première fois de ma vie ce soir pour l'émission. Parce qu'en fait, j'ai lu le livre, je ne me suis jamais droguée de ma vie. J'ai jamais pris d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, donc j'avais besoin de savoir un peu ce que ça faisait. Et en fait, c'est possible de prendre du Xanax sans ordonnance. C'est évidemment une expérience à ne pas reproduire. Ça m'a complètement endormie, en fait. Vous allez essayer tous les produits dont il parle? Non, que le Xanax. C'est tout ce que j'ai essayé et je m'arrêterai là. Et je suis contente d'avoir compris que ce soir, le cerveau des femmes est différent de celui des hommes et je comprends maintenant pourquoi on est intelligente. Pourquoi vous menez le monde? C'est ça. William? Non, sur les antidépresseurs, mon siège était déjà fait. Par conséquent, il n'avait pas besoin de me convaincre. Pour le reste, tout ce qui est médecine critique, je vous avoue que je ne sais plus à quel saint me vouer. Et je trouve que ça me trouble profondément. Je ne sais plus qui croire, c'est tout. Mais il m'inspire confiance, c'est tout ce que je peux dire. Ils sont formidables, oui, je trouve. Natacha? Je pense que, certes, nous n'avons peut-être pas toujours les moyens de savoir exactement si les gens qui nous parlent comme des experts nous disent des vérités. Mais il y a une chose dont on peut se douter, c'est que tout ce qui provoque chez un être humain une dépendance, tout ce qui aliène sa possibilité de maîtriser sa vie, son destin, est forcément néfaste. Donc à partir du moment où on a des éléments, mais bien sûr, mais l'alcool, quand il provoque une dépendance, est néfaste. La dépendance à quelque produit que ce soit est néfaste, de même que la dépendance à un système est néfaste. Et donc, un système qui nous aliène économiquement pour nous inciter à consommer des médicaments parce que c'est l'intérêt économique de laboratoire pose problème. En cela, leur discours est tout à fait juste. Si ces médicaments provoquent des dépendances, ils sont profondément dangereux et il faut faire en sorte de les manier avec vraiment beaucoup de précision. Moi, j'ai trouvé qu'on avait deux médecins sans filtre, j'allais dire. Deux médecins sans filtre qui n'hésitaient pas à dézinguer l'industrie pharmaceutique, ça, à la limite, pourquoi pas, mais qui n'hésitaient pas non plus à remettre en cause la responsabilité des médecins eux-mêmes, alors qu'ils sont eux-mêmes médecins, sur certaines pratiques et certaines facilités, notamment la prescription de médicaments. Et je trouvais que c'était assez intéressant, mais ça pose aussi la question de la consommérisation en fait, de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème, on ne va pas bien, on va voir un médecin et on attend du médecin, et le médecin sait que le patient attend ça du médecin, on attend du médecin qui prescrive un médicament. Si on repart du cabinet sans médicament, on a l'impression qu'on a perdu son temps. Ça pose cette question-là, alors qu'effectivement, Fogg le disait, on peut très bien faire du sport, on peut très bien manger, prendre du plaisir, sans forcément prendre un médicament. Raquel? Ce sont deux hommes très attachants et on a envie d'être soignés par eux. Mais ce qui se passe entre nous et eux, c'est la même chose qui se passe entre le patient et tout médecin, dans tout cabinet en fait. Et on en est tous au même point en réalité, à essayer de trouver des solutions. Alors évidemment, c'est pas la pilule du bonheur, mais ça va être le médecin du bonheur. Et en fait, au final, on en revient au même problème, c'est qu'au lieu de parler des façons d'atténuer nos souffrances, peut-être qu'on pourrait parler de la façon qu'elles n'existent pas, ces souffrances, non ? Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau.
Tanguy? Ouais, ça va et vous? Le succès que vous avez, c'est phénoménal. C'est même excessif. Ça va vite retomber, vous allez voir. Et maintenant, on passe à Pastoureau. Ah là là, la vie de président de la République, c'est nul. Hein, on doit se taper le remake de Purple Rain avec Merkel. On est obligé de se prosterner devant les Saoudiens parce que c'est eux qui ont le brosouf. Et après, on réalise que le prince nous a fait cocu. Il a fait du SM avec un journaliste. Le journaliste était contre. Mais enfin, c'est affreux. Le seul moyen de garder le moral, c'est de réaliser qu'avant, c'était pire. Et pour ça, Macron a créé un concept, l'itinérance mémorielle. Alors, il s'est d'abord reposé un week-end à Honfleur, charmant port normand où on regarde les mouettes moisir sous la flotte. Macron était en blouson d'aviateur pour aller à la mer. Le jour où il se rendra à Roissy, il sera en vareuse et pompons rouges. Avec Bribri, ils sont baladés et eux n'ont pas besoin de GPS parce qu'un mec leur indique où il faut tourner à droite. Si tape un mur et décède, un autre prend le relais pour leur filer un itinéraire bis. Puis le président a eu le geste le moins approprié à avoir quand on croise une fillette. Moi, après avoir vu cette photo... j'ai effacé toute trace sur mon ordi parce que c'est un coup à se faire choper par la police du web. Ensuite, ils ont commencé leur itinérance. Alors, c'est comme le Tour de France, mais sans picouse dans le fessier. Et ils ont fait l'Est puis le Nord. Alors, ils sont d'abord allés à Strasbourg, où Brigitte portait le manteau qu'elle avait le soir de la victoire de Macron. C'est comme les footeux qui marquent 4 buts un jour et à chaque match ensuite gardent le slip qu'ils avaient ce soir-là. Ils peuvent faire 20 ans avec un slip, comme Michel Houellebecq, mais sans la maîtrise de l'écriture. Alors Macron, en pleine itinérance, a quand même réussi à s'arrêter à un moment pour s'entretenir avec Nikos Aliagas, qu'il a aussi pris en photo. Il fait tout. C'est lui qui ensuite a rangé le matos et a passé l'aspi dans la pièce. Si tout le monde était comme Nikos, il y aurait 25 millions de chômeurs. Alors il a célébré les 100 ans de la Première Guerre. 52% des moins de 20 ans à l'époque sont morts. Si ça se produisait aujourd'hui, ce serait la fin de Snapchat et de Maître Gims. 9,5 millions de morts. Et 100 ans après, on continue à vendre des armes qui perpétuent les mêmes horreurs ailleurs. On n'apprend rien. Il a raison, Moix. On peut foutre Stéphane Bern au frigo. L'histoire, tout le monde s'en tape. Mais Florence Parly, la ministre des Armées, l'a dit, attention, les armes françaises évitent les civils. Dans une foule, elles font la différence entre militaires et civils. C'est de la haute technologie. Moi, mon iPhone à reconnaissance faciale, quand la veille, je me suis mis une pile, le matin, je le mets face à moi, il écrit erreur. Mais les obus français... Ils voient un gosse au Yémen en t-shirt Anne Trotro, ils font demi-tour et tapent la caserne derrière. Fini le temps où on galérait avec nos Minitel pourris tandis que les ricains lançaient Internet. On est au top. Alors Macron, le pauvre qui n'y peut rien à tout ça. Si on vend des armes, c'est pour subsister, on ne sait rien faire d'autre. A croisé, un type sapé en poilu, puis toute une troupe. Quand il y a un bal masqué et qu'on était le seul à penser que c'était juste un apéro, ça ressemble à ça. Puis Macron a dit de Pétain, on peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre et conduire à des choix funestes pendant la Seconde. Parce qu'il arrive à distinguer, comme le font les historiens, le héros de 1918 du salaud de 1940. Macron, c'est la pensée complexe. Il est dans la nuance. Il est très fin. Il peut débouler demain au musée d'Orsay et dire « Je viens vous parler d'Hitler, pas du nazi, du peintre. » Mais moi... Oh, bravo! Mais bravo! Mais moi qui suis idiot, moi j'ai du mal à me souvenir du héros de 18 parce que je sais ce qu'il a fait ensuite. Émile Louis, personne ne se souvient qu'il a eu le permis D du premier coup. Alors, il a aussi croisé un type qui lui reprochait le prix de l'essence, parce que c'est de plus en plus cher. Moi, j'ai demandé à être payé en jerrycan ici. Macron a répondu, le carburant, c'est pas bibi. Il a simplifié son langage pour être compris par les gueux. Donc, un chien, c'est il est trognon le toutou. Une engueulade, c'est ah non, c'est pas bibi. Une fillette, c'est oh là là, a presque touché le kiki. On va finir par réussir à communiquer. C'est simple, la vie. Allez, ils aiment Macron, ils rêveraient d'être à la place de cette fillette et on les comprend parce que le président est hot. Ce sont les macronphiles.
avec Édouard Philippe, le grand brun avec deux chaussures pareilles, qui s'est rendu au Vietnam. Il a été accueilli tel une rockstar. Ils ont collé Édouard sur une estrade avec un tapis. Si Aladdin roulait en électrique et qu'il était en train de recharger, ça donnerait ça. Alors, il a failli se jeter dans la foule, mais vu que chaque mec avait une baïonnette, il s'est dit, calme-toi, Doudou. Déjà, l'acupuncture, t'as trouvé ça hard, donc là, tu vas finir avec 10 trous en plus de ceux d'origine. Hein, surtout qu'il se fait déjà remarquer sans rien faire. Il mesure 2,12 m. Donc, quand il va en Asie, lui a la tête dans les volets. Il n'a pas vu le jour de tout le voyage. Alors, mine de rien, il a quand même signé pour 10 milliards d'euros de contrat. Parce qu'ils sont communistes, mais ils ont du blé. Les mêmes en France, les types peuvent à peine vous payer un café. Oui, Pierre Laurent, ils sont ruinés. Alors Gérald Darmanin, au compte public, était lui aussi au Vietnam. Il a été reçu par 70 personnes juste pour Darmanin. Si on leur envoie Agnès Buzyn, ils font une grosse fête avec feu d'artifice et danseuse. Puis Darmanin a piloté un Airbus, Macron a le blouson, lui l'avion, donc à eux deux ils font Top Gun. Sauf qu'il s'agissait d'un simulateur. Et ils font pareil parfois au ministère de l'économie où ils bossent. Quelqu'un lui montre une somme sur un écran, Darmanin fait « Waouh, génial !» Et là, le mec lui dit « Non, simulation, c'est le PIB du Qatar. Pour le nôtre, tu retires 4-0. » Alors, Édouard Philippe a aussi visité le site de Dien Bien Phu. Et ça, c'est l'endroit 60 ans après. Ça rappelle Verdun, de l'herbe et des trous énormes. Pour Trump, ça, c'est un parcours de golf un peu trop facile. Mais vous imaginez quand ça vous tombe dessus, si vous n'êtes pas Teddy Riner, auquel cas vous repoussez l'obus d'une pichenette, mais vous êtes foutu. Terrible la guerre. La guerre c'est mal, la paix c'est mieux. Alors sinon, Roxana Maracineanu, qui est au sport, et Brune Poirson, qui n'est pas une contrepétrie mais une ministre, ont fait le lancement de la route du Rhum, une course en solitaire. C'est comme la vie de François Bayrou mais avec du vent. Et tout le monde n'en a tellement rien à faire d'elle que dès que c'est à elle de causer, le gonze qui est au micro part en freelance. Top départ. Et voilà, le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe, a été donné, top départ. Voilà, donc du coup, on n'entend pas, c'est chouette, il devrait venir à chaque fois. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, est lui allé à Nîmes regarder des gosses jouer avec des pattes. Il s'inspire du modèle éducatif italien. Il n'y a plus un sou dans les caisses, donc comme jouet, ils ont des nouilles. Bientôt, ils vont faire des murs en pain d'épices et le midi, on mangera la salle de classe. Bruno Le Maire a visité une usine dont d'habitude, quand il fait ça, on lui met sur la tête une Charlotte de base. Mais cette fois, ils l'ont complètement emballé. Il ressemble à un chien blessé à qui on a mis une collerette pour éviter qu'il se gratte. Non mais, moi j'ai eu un instituteur à Collier de Barbe qui avait cette tête-là en 84. Moi, je croise le maire comme ça, directement, je m'abonne à Télérama. Alors sinon, vous savez, il y a eu Jacqueline Moureau, la dame bretonne, qui râlait contre le prix de l'essence. Elle s'est filmée chez elle avec les moyens dont elle dispose, son smartphone. Et Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à l'écologie, lui a répondu, filmé pareil, à l'arrache, dans son salon. C'est limite si on voit pas son chat derrière se lécher le trou du huc. Mais enfin, madame, vous êtes ministre. Moi, je paye pas des impôts pour me taper le selfie vidéo de ma grand-tante. Si demain, Affida Turner poste une vidéo d'elle en train de bouger des miches sur un gros son de gangsta rap, vous allez faire quoi? Twerker? Bon, sinon, Christophe Castaner va bien. Depuis sa promotion Place Beauvau, il croise des flics, dont cet homme qui le regarde comme Ariel Dombal, le psychiatre, quand il lui dit qu'il faut rejoindre sa chambre. Et il ne bouge pas. Regardez, on change d'intervenant, il n'a pas remué d'un centimètre. S'il devient célèbre au musée Grévin, il l'attrape et le pose comme ça. Jean-Yves Le Drian, lui, est allé en Centrafrique, le pays que seuls les cons cherchent sur la côte. Et il leur a promis des armes et de l'argent. Lui, c'est Tony Montana avec le physique de Droopy. Il manque juste de la drogue et des prostituées et ça finissait dans zone interdite. Des armes, encore des armes, aux armes, etc. Allez, il déteste Macron autant qu'Émeric Caron les côtelettes et les gens qui ne sont pas de son avis. Ce sont les macronphobes. Avec Yannick Jadot des Verts, qui a vécu, figurez-vous, un vol d'aigle en réalité virtuelle. Il a attrapé 3 lapins avant de les bouffer. Ensuite, il a demandé à la machine d'être une mouette. Donc, il a vu ça
Hein. 50 ans après 68, c'est sous les plastiques de la plage. Puis il a choisi le mode pigeon et a survolé Paris. C'était magique. Hein. À un moment, un gros rat lui a sauté dessus, l'a dévoré et l'appareil a marqué Game Over. Florian Philippot, lui, s'est rendu en Martinique où il a soulevé toute une colonie d'abeilles sans gants, sans masque, rien. Pour la même chose, je rappelle qu'Arnaud Montebourg s'habille comme ça. Hein. Philippot adore le risque. Lui, le jour où il va à Pattaya, il met pas de capote. Et s'il saute en parachute, il dit à l'instructeur « J'en veux pas de ton truc bébé, j'ai mon kawaii, c'est bon ». Alors Philippot a fait une télé locale, hein, la seule qui a voulu accepter, et on réalise sur le retour écran qu'il aurait dû la faire au début de son séjour. Parce qu'avec le soleil, il a la moitié de la peau qui a sauté. Hein. Quand une merguez jute au-dessus de la braise lors d'un barbecue, la viande a le même aspect. Alors Manuel Valls, comme Jadot, lui, a passé la semaine dans le virtuel. Hein. Il n'a pas choisi le mode mouette, mais le mode valse. C'est pareil, on a l'impression de voler, mais très vite, on s'écrase. Hein, sa candidature à la mairie de Barcelone, ça prend autant qu'un feu de joie réalisé avec des pains de glace. Robert Ménard, le maire de Béziers, a reçu Éric Zemmour, que là-bas, regardez, on assimile à Astérix. Hein, le premier mec venant de Rome qui croise, il va le dézinguer. Enfin, c'est l'autre qui va le faire, parce que Zemmour pèse 3 fois moins tout mouillé que la narine droite de Kate Moss. Zemmour a fait sale comble, hein, on le voit à droite. Au centre, c'est la plante carnivore de Robert Ménard, à qui il donne à manger des gens de gauche. Hein, il les piège en leur parlant du multiculturalisme à la sortie des kebabs. Paf, un coup de taser, direction la plante. Et puis, alors, une internaute à Paris a rencontré François Fillon, hein, faisant ses courses à Paris. Voilà, une baguette, des gâteaux et un camembert qui lui ont été offerts par un ami. Alors, il est bien, le pépère, hein, avec son pull à col roulé et sa veste d'éleveur de poney écossais. Il ressemble à une moquette murale. Hein, son chat fait ses griffes sur lui. Quand on pense qu'il aurait pu être président, l'impopularité, les arrangements avec des dictateurs, l'itinérance mémorielle sous les nuages, quel enfer. Bonne retraite, monsieur Fillon, kiffez! Quelle chance. Allez, ils habitent la France comme François Fillon, sauf qu'eux ne sont pas en bout de course. Ce sont les gens d'ici. Avec David Racheline, vous savez, le maire de Fréjus, qui a inauguré sa fête de la bière. Alors, très peu de monde, hein, il faut dire qu'on est sur la Côte d'Azur et que chaque semaine a lieu la fête de la mise en bière. Hein, les vieux qui décèdent, ils sont plus que 16 en tout dans la région. Alors, sans transition, Gérard Collomb a retrouvé son fauteuil de maire. Donc, il a voté pour lui, bien sûr, hein, avec la même tête réjouie qu'un Qatari qui reçoit son relevé de compte. Puis, il a gagné et on l'a proclamé Miss Lyon 1951. Ensuite, il a défilé en maillot de pièce, mais les images ne sont pas diffusables. Hein. Il y a eu assez d'horreur en 14-18. Ben oui, je sais. Sinon, sachez qu'Anne Hidalgo et Martine Aubry, ça y est, se sont réconciliées. Elles étaient fâchées depuis 2012. Alors, quand on dit qu'elles se sont rapprochées, là, on est quand même au maximum. Hein. 50 cm de séparation, c'est l'équivalent pour elles d'une longue étreinte sous poppers avec la langue. Alors Hidalgo est allée à Sciences Po Lille et a croisé Praline, hein, la mascotte de l'école. Et on réalise ébahi qu'elle n'est même pas foutue de caresser un clébard. Hein, elle n'a pas l'habitude dans les rues de Paris, elle ne fréquente que des rats. En fait, non mais regardez, elle appuie dessus. Hein, elle a dû prendre l'animal pour un buzzer. Si elle va question pour un champion, elle va crier « Oh, un chien !» et caresser le buzzer. Elle est très très fatiguée. Allez, un petit tour à l'étranger pour finir, ce sont les gens de là-bas. Avec le prince Charles qui s'est rendu au Ghana, où il a croisé l'homme le plus bling-bling de la Terre, à faire passer Maria Carey pour la chanteuse Zaz à la sortie de la friperie. 14 kilos d'or, il a sur lui. S'il chute la tête en avant dans une flaque d'eau, il ne peut plus se relever, il se noie. Pendant ce temps-là, Camilla, qu'on a dû droguer, hein, a enfilé un boubou. La reine Elisabeth a vu la photo, elle est morte. Sinon, Kim Jong-un a reçu en Corée du Nord le président cubain, les 2 derniers communistes. Ensuite, ils ont été embaumés vivants.
Franck Provost a acheté le corps de Jong-un afin de montrer à son personnel ce qu'il ne faut surtout pas faire. Enfin, Matteo Salvini, vous savez, le ministre italien tout dur, s'est fait plaquer sur Instagram par sa petite amie, Elisa Isoardi, alors qui a posté une photo d'eux en pleine effusion. C'est à ça que ressemble un 69 quand chez la personne on aime juste le visage, avec comme texte un truc comme bye bye loser. Hein. Alors en fait, elle, c'est une star de la télé italienne spécialisée dans la cuisine. Hein, sur Instagram, elle a posté ça. Alors rien à voir avec sa relation avec Salvini et aussi ça. Donc rien à voir non plus. Hein. Enfin, j'espère. Hein, voilà. Même les séparations sont virtuelles maintenant, hein, comme tout le reste, sauf la guerre. Alors de Verdun au Yémen, arrêtons le massacre. Peace and love par pitié. Oh, mon bébé. C'était Tanguy Passion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La dernière fois, c'est Franz qui a gagné. Qui va remporter le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Alors, d'après le livre, ce que je peux enfin vous dire de Ségolène Royal, paru le 31 octobre aux éditions Fayard, de quelle manière Lionel Jospin lui a-t-il annoncé qu'elle était nommée ministre déléguée à la famille? C'est le seul poste de ministre qui restait, j'ai pensé à toi. François m'a dit que ce poste te ferait plaisir. J'ai pensé qu'avec tes 4 enfants, tu pourrais faire l'affaire. J'ai pensé qu'avec tes 4 enfants, tu pourrais faire l'affaire. Absolument, bravo. D'après une étude du magazine Néon, en France, on compte aujourd'hui 4000 enfants nés. 1 d'une GPA, 2 sur un vol Paris-New York, 3 d'un père curé, 4 avec 12 doigts. Natacha. Non. Je suis snob. Avec 12 doigts. Non. D'un père curé. D'un père curé. C'est quoi ce jeu? Et toi, t'as aucune dignité. Je pense que c'est un... Je pense que le cerveau de femme, là, tu vois, tranquillement, il va venir vers moi, tu vois. Quel aliment est à l'origine de la déforestation massive dans le monde juste après l'huile de palme? Le quinoa, le soja, l'épeautre ou la baie de goji? On dirait le sud. Le soja. Ouais, le soja, exactement. Il va faire son truc, notre prétentieux. 1 million de kilomètres carrés de culture de soja, 3 fois l'Allemagne. Hein. C'est dingue. En Amérique du En Sud. Patagonie, notamment. Incroyable. On a en Argentine. Ouais. Quel ingrédient une lycéenne américaine a-t-elle ajouté aux cookies qu'elle fait manger à ses camarades de classe? Ça, je sais pas. Quelques gouttes de ses menstruations, la weed de son grand frère, les crottes de nez de sa petite sœur ou les cendres de son défunt grand-père. Ah, ça, je sais. Les cendres du grand-père. Je sais ça. Les cendres... Bien, Franck. Je l'ai lu. Pour buzzer. Ah, je l'ai lu, quelque chose. Qu'a fait Marlène Schiappa le week-end dernier? Elle a couru 5 km dans la boue pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elle a inauguré un Sephora à Avignon. Elle a coupé ses cheveux pour les offrir aux femmes qui ont un cancer. Un peu facile. Elle est restée chez elle facile. à binge-watcher la saison 3 de This Is Us. Jamais content. Moi, je la vois bien avoir coupé ses cheveux. Oui, Ouais, voilà. Bah oui, pour les autres, bah oui. Mais Monia, vous l'avez fait, vous. Monia aussi, elle a fait. Alors, Compris? Ben, moi, vous vous rappelez, j'avais les cheveux très très longs. J'ai donné mes 17 cm de cheveux à l'association Solidaire. Mais c'est très bien. C'est une femme qui m'a écrit sur Instagram et qui m'avait dit qu'elle elle venait d'avoir une chimio et qu'elle rêvait d'avoir les cheveux comme moi. Je lui ai offert. Et elle avait une perruque. Et tu pourrais pas m'en offrir quelques-uns parce que ça commence à partir derrière. Là. Très bien, mais le point est pour moi quand même. Hein. ouais. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai répondu. Mais toi, t'as un cheveu sur la langue. Ouais. Ça, c'est Ah, bien, ouais. très gentil de se moquer des infirmités. C'est vrai. Hein? Quel nouveau matériau de construction écologique l'Université du Cap en Afrique du Sud vient-elle de mettre au point? Un carton à partir d'amidon de maïs ultra solide, un parpaing à base d'urine humaine, du carrelage fabriqué avec de l'huile d'olive ou du béton à base de sang de bœuf. Le carton. Et
laquelle du samedi. L'amidon de maïs. Non. Un parfum. Oui, Gonadel. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un mélange de sable, de bactéries, d'urine humaine. C'est horrible. Mais non, mais il faut adopter la réponse la plus trash dans ce jeu-là. Vous voulez pas comprendre? Alors, vous êtes ex-aeco. Voilà. Et quand les gens sont ex-aeco, ça s'appelle... Le banco. Super banco. Ouais, mais alors... Ah, regarde autrement, là. Moi, je m'en fous. Quelle est C'est beau, la le nouveau décor. particularité des restaurants This is not a sushi bar à Milan? Les serveurs des restaurants sont tous des migrants. Les clients payent en fonction de leur popularité Instagram. Les clients végétariens sont interdits. Ce sont des restaurants de sushi qui ne servent pas de sushi. En fait. On dirait le sud. T'es mal barré, mon pote. Je suis très mal barré parce que je sais pas, mais je vais vous dire comme ça, au pif. Non, j'ai appuyé parce que voilà, je connaissais pas la suite. Alors? Bah, il y a Viens. 3-4 trucs qui me paraissent pas mal. Allez, viens mourir, viens. Bah, allez, je vais aller sur. Alors? Je vais aller sur. Ils ne servent pas de sushi. Voilà. Trop tard. Non. Les clients paient en fonction de leur popularité. Bravo! Et c'est Natacha Polony qui remporte le cerveau d'or. Je suis très beau joueur. C'est pas juste. Voilà, c'était l'Italien du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À dimanche. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.